Salut l'équipe, je ne le dirai jamais assez, mais l'entourage d'un joueur est très important. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Et quand je regarde les fréquentations de Luka Doncic, je me dis que le genou n'est pas assez bien entouré. Mario a Luigi, Hélène avait les garçons, Rita avait Mitsuko et Vincent Chase avait tout un entourage pour briller à Hollywood. Le problème de Doncic, c'est que son numéro 2, c'est Kristaps, Johnny Drama, Porzingis, et avec lui, pas de victory! Si les Mavs ont trouvé l'élu, il serait grand temps en revanche que Morpheus Cuban donne une pilule bleue à son géant laiton pour que tout s'arrête et qu'il retourne faire de beaux rêves dans un monde où le basket se joue sans contact et où l'on peut uniquement shooter à 3 points. Car oui, la série face aux Clippers a une nouvelle fois prouvé que Doncic était un grand joueur qui doit te faire gagner un titre. En revanche, pour Porzingis, c'est quand même bien mieux quand il porte le maillot de l'équipe adverse. Luka Doncic n'a pas de temps. Précoce et mature comme Greta Thunberg, le Slovène a soif de victoire comme un étudiant pendant un happy hour. Non, vraiment, Luka Doncic n'a plus de temps pour apprendre ou grandir. Luka Doncic est déjà grand et il sait déjà tout. Il sait comment gagner aussi, mais pas encore avec qui. Non, vraiment, Luka Doncic n'a plus de temps à perdre et surtout pas avec Kristaps Porzingis. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first des shows. Steph et Tom in the sofa. Ça va les gars? Ça ne peut être qu'une belle émission. Comment ça va mon Steph? Ça va Erwan, en pleine forme. Tu nous fais un back-to-back? On est content. Back, baby. 2 semaines d'affilée, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, c'est la folie. C'était quoi ce cri là, le coq? Non, c'est le cri de ralliement des chiens. Alors, je sais pas, Tu seras là samedi en plus, on m'a dit. Ah ouais? Samedi pour la radio libre. Ah ouais? Non, c'est cool. 20h30 samedi? Samedi 20h30, tu seras en plus avec nous. On va te voir toute la semaine. Ah oui, je serai avec vous. Ouais, voilà. J'aime bien te prendre à partie dans les gens comme ça. Tu bien un back-to-back, c'est un tripit, quoi. Te mettre pied. Ouais, bah, je serai là effectivement sur mon canapé à la maison. Je vous écouterai. Voilà. On a beaucoup de choses à dire entre les trophées de MVP, les trophées de meilleurs défenseurs, les séries de playoffs, les demi-finales de conf de chaque conférence. On a plein de choses à dire en NBA. Mais d'abord, Steph, avant de lancer tous ces débats NBA, j'aimerais qu'on parle de Jeep Elite parce que hier soir, donc dans la soirée de mercredi soir, il s'est passé un truc incroyable. Il y a un gonze qui a mis 46 points en Jeep Elite, c'est David Olson de la JDA Dijon. C'est vrai, le petit lutin de la JDA depuis de nombreuses années maintenant. C'est pas Nanterre aussi, non? Pas du tout. C'est pas la JDA. C'est pas la JDA. MVP. Ah non, je confonds avec Campbell. TJ Campbell. Qui avait fait les... Louis TJ Campbell. Campbell est passé par Dijon. Et Nanterre aussi. Je me rappelle. Non, David Olson, le meneur de petite taille, ça fait quelques années maintenant qu'il est à Dijon, MVP de la saison. Il y a 2 ans maintenant, donc MVP en titre, puisque l'année dernière, la saison, il n'y avait pas eu de MVP. Il a fait un carton monumental, 8 sur 14 à 3 points. Et Dijon qui est en tête de ce championnat qui ne s'appellera plus Jeep Elite dans quelques temps. Malgré d'ailleurs Tu peux pas le dire. Bon, si, ce sera peut-être Betclic Elite. D'accord, il reste sur le Elite alors. Il reste sur le Elite. Voilà, non, mais Dijon qui est Ils premier. peuvent pas regarder les matchs. Non. Betclic low cost, c'est ça que tu voulais? Non. Non, Dijon qui fait encore une saison remarquable avant de voir son effectif un peu dispatché, puisque Laurent Leniam, le coach, va partir à Bourg-en-Bresse, qu'Alexandre Chassang va tester à l'étranger, qu'Axel Julien a dit qu'il allait quitter la JDA Dijon. Donc, Jaco reste. Jacques Alinguet reste, le coup de la corde à lingue, il est là. La JDA Dijon qui va repartir sur un nouveau cycle, puisque Jean-Louis Borg, le manager général, va se mettre un peu de côté. Mais là, ils cherchent un coach qu'ils avaient eu avec Kai Milling, mais finalement, Kai Milling a fait caca culotte de prendre la succession de Laurent Leniam, donc finalement, il a dit non. Donc là, ils cherchent un coach. Mais voilà, il y a eu 46 points David Olson, il y a eu 44 d'évaluation de Bonzi Colson à Strasbourg, qui a battu le record de la franchise. En 28 minutes, il disait. Du club, en 28 minutes. Là, pas mal, 44 le précédent record, c'était Chuck Edson, ce blanc gaucher, tu te rappelles? Strasbourg, là, c'est Bonzi Colson qui a fait 44 d'éval. Et puis hier, j'ai vu Nanterre-Asvel, où l'Asvel a mis 20 tirs à 3 points. Ils ont filoché comme des cochons. Et Nanterre s'est fait exploser. Et dernière info, donc le championnat se joue comment là? Le championnat, alors il y a 3 semaines, la bonne nouvelle c'est qu'il y a 3 semaines, nous avons eu, nous avons su comment ce championnat allait se terminer, alors que dans toute l'Europe entière, là c'est la fin des playoffs, c'est fini. Nous on ne savait pas encore ce qu'on allait faire. Finalement, les 4 premiers issus de la saison régulière vont jouer un quart de finale à domicile sur un match sec, donc premier contre 8e, 2e, 7e, sur un match.
Et ensuite, il y aura un Final Four à la Kinder Arena de Rouen le jeudi et le samedi. Donc le champion de France aura 3 matchs à gagner. Pas mal. Très bien. Ce sera cool. Voilà les amis. Ce sera cool. Ce sera cool. Écoute, maintenant, il y a des joueurs qui ne voulaient pas jouer. Je pense qu'au final, quand tu as 3 matchs pour soulever un trophée dans 10 ans, personne ne se rappellera que c'était sur un Final Four à Kinder Arena. Tout le monde regardera. La ligne, ta page champion, Wikipédia, champion voilà. de France 2021. Bravo. Tout à fait. Parfait. Thomas, ce week-end, il y a le stream sport, mais ça se passera sur notre chaîne Twitch, First Team 101, parce qu'il y a le 3, donc c'est la chaîne First Team sur Twitch qui récupère tout ça. Absolument. Si tu ne suis pas encore la chaîne Twitch First Team 101, c'est le moment de le faire. Si tu veux nous suivre, il y aura du rugby, du tennis, il y aura évidemment le récap, il y aura le début de l'Euro et on l'a dit tout à l'heure, la libre antenne qui devrait être à 20h30. Le samedi soir, on viendra évidemment sur les playoffs, vous en avez l'habitude, avec vos appels via Discord. Ça va être très très cool. Donc ça se passe, c'est important, sur notre chaîne Twitch First Team 101. N'hésite pas à nous suivre et à t'abonner si tu as envie de soutenir la chaîne. Voilà, parfait. Rendez-vous donc ce week-end, mais d'abord restez bien avec nous, puisque là on a une grosse heure pour parler de NBA et on attaque tout de suite avec le débat de l'émission. Mais quel est-il? Nikola Jokic est-il le MVP le plus inattendu de l'histoire? Cette semaine, le Serbe a été élu donc MVP de la saison. C'est logique. On a l'impression, en tout cas, au vu de sa saison, de ce qu'il a fait, des stats produites. On rappelle que les Nuggets ont fini 3e de la conférence Ouest. Plus de 26 points, plus de 8 passes, quasiment 11 rebonds, des pourcentages, vous le voyez, plutôt de très haut niveau. Plutôt de très haut niveau, ouais. Messieurs, est-ce que pour vous, c'est logique pendant qu'on peut envoyer les votes pour ce titre de MVP 2020-2021 ? Logique, absolument. Logique implacable. On a eu ce débat il y a quelques temps, qui était le meilleur pivot NBA, Embiid Jokic, puis ensuite ça s'est transformé en qui sera le MVP de cette saison. Jokic a évidemment des stats incroyables, le bilan est tout à fait remarquable, et ce qui manquait à Joel Embiid, pour sa candidature, c'était la différence de 20 matchs joués entre Jokic et Embiid. Voilà ce qui a fait la différence entre les deux. Quand on voit de toute façon le tableau du récap des votes, et Nikola Jokic est largement premier, 91 fois à la première place, Embiid qu'une seule fois. Stephen Curry, par exemple, lui, est 5 fois et Chris Paul 2 fois à la première place. Donc ça donne du sens à ce titre. Voilà, Nikola Jokic fait une saison de très 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 haut niveau. Et avant de venir sur ton débat, moi je suis très content pour lui. On récompense un basket un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Logique oui. Maintenant, le tableau des votes me paraît très dur pour Joel Embiid. Une seule voix à la première place, ça me paraît quand même injuste pour ce qu'a pu faire le pivot des Sixers. Mais ça reflète aussi, je pense, la popularité. Embiid est peut-être un joueur plus clivant que Nikola Jokic. Moi, j'ai rarement entendu des joueurs ne pas aimer Nikola Jokic, tandis qu'il y a quelques voix qui s'élèvent de temps en temps contre le pivot camerounais. C'est pas la même popularité. J'ai l'impression que Jokic est bien plus populaire que Joel Embiid. Ça vient aussi peut-être des attitudes sur le terrain, des comportements, et du hors-terrain. Et du hors-terrain aussi. Bah ouais. Maintenant, oui, tout à fait logique, parce qu'on le rappelle, je sais pas, tu l'as peut-être dit, Tom, c'est un garçon qui a joué les 72 matchs de saison régulière, qui a porté son équipe sur ses épaules encore plus quand Jamal Murray s'est pété. Donc chapeau bas, mon gros Nico. Ouais, et il y a plein de stats, donc du coup, à sortir. C'est le premier pivot depuis Shaquille O'Neal à être élu MVP. Ça fait 20 piges, hein. Ouais, et Shaquille O'Neal, c'était en 2000. Ouais. Et Shaquille O'Neal était content qu'un pivot revienne comme ça sur le devant de la scène. On va voir sa déclaration. C'est aussi la 3e fois d'affilée que le titre de MVP ne va pas à un Américain. On voit d'abord la déclaration du Shaq. Merci, grâce à toi. Le big man est de retour dans la ligue. Tu es le premier pivot MVP depuis de nombreuses années. Je te remercie et je t'apprécie beaucoup. Mais magnifique photo du Shaq, qui a vécu sa meilleure vie. On a l'impression de recevoir le ballon d'or là. Ouais. Messi avait reçu le même. On n'a pas parlé de Charles Barkley, qui devait se dire quand il est arrivé dans la ligue, mais qui est ce gros Nikola Jokic? On va revenir sur le scouting report tout à l'heure. On va raconter de toute façon toute l'histoire. On va revenir sur le parcours de Nikola Jokic. Donc on le dit, ça fait 3 fois d'affilée que le titre de MVP n'est pas pour un joueur US. Donc Jokic cette année 2 fois. Giannis Antetokounmpo. C'est pas la première fois que ça arrive. Vous vous souvenez? Steve Nash et Dirk, 2005, 2006, 2007. Et l'année prochaine, on se dit aussi que peut-être Doncic pourrait être MVP. Ça ferait 4... en tout cas, sera un client sérieux la saison prochaine. Et peut-être que pendant 4 ans d'affilée, il n'y aurait pas de titre pour un joueur américain. Ça marche pour Joel Embiid, Ça marche qui sera évidemment parmi les favoris. Et un petit big up à nos amis serbes, parce que Nikola Jokic est MVP de la NBA, Vasilij Micic est MVP de l'Euroleague, Milos Teodosic est MVP de l'Eurocup. Donc les 3 Serbes... Passés par quoi? Par le KK Belgrade. Tous les 3. Tous les 3. Passés par le KK Belgrade? Ouais. Formé, tu disais? En jeune, ouais. C'est une vraie info, Ouais.
Pour Teodosic aussi, ou c'est juste pour Micic? Non, pour les 3. J'ai vu passer cette info-là. Dites-moi si je me trompe, mais les 3 sont passés par le KK Belgrade. Et on rappelle qu'en Serbie, il n'y a que 7 millions d'habitants. Voilà, on rappelle que Paris Intramuros, c'est 3 millions. Et on rappelle qu'on va retrouver vraisemblablement les 3 au TQO avec la Serbie. Et ça dépend pour Nikola Jokic, il va très loin. Il n'y aura pas de TQO pour lui, mais c'est quand même exceptionnel d'avoir, dans un petit pays qui a une vraie culture basket, d'avoir les 3 MVP des 3 compétitions majeures dans le monde. C'est incroyable, non? Oui, clairement. Clairement, c'est une sacrée perf. Terre de basket, on le savait. Terre de feu. J'aimerais qu'on revienne quand même sur l'histoire de Nikola Jokic, parce qu'on s'est posé cette question dans ce débat du jour. C'est, est-ce que pour vous, c'est le pivot le plus inattendu de l'histoire? Oui, et bien sûr, quand tu prends tout ce qui s'est passé tout au long de sa carrière, quand on dit inattendu, c'est vraiment dans le sens, il est drafté 41e. Il n'est pas programmé pour ça, quoi. Voilà, exactement, c'est toujours ça. 41e choix, donc la draft 2014. Il joue aux Nuggets, c'est important dans la narration. Aucun joueur des Nuggets n'avait jamais été récompensé de ce titre de MVP, de cette récompense. Mike Malone, d'ailleurs, lui dit lorsqu'il reçoit son trophée. Quand on prend aussi sa carrière, le fait qu'il ait mis... entre guillemets, du temps à éclore et qu'en fait, on l'a découvert à très très haut niveau pendant les playoffs. C'est aussi ça que j'aime dans l'histoire, c'est qu'on a vu sa progression évidemment en saison régulière, mais il y a 2 ans en playoffs, on se dit « Oh putain, en fait, il est très très fort, mais en fait, c'est une superstar dans ce qu'il est capable d'amener, comment il est capable de porter une équipe. » L'année dernière, ça se confirme. Là, cette année, ça se confirme pour le coup en saison régulière avec des stats de très très haut niveau. Et puis, quand on connaît son histoire du petit gros, il y a cette petite histoire aussi, il a arrêté le basket 6 mois pour faire du cheval. Enfin, c'est quand même des histoires qui n'ont aucun sens. Quand on lui a dit que pour aller plus vite, c'était mieux que le cheval monte sur lui plutôt que l'inverse. Ouais. Et puis après, le cheval, il avait 6 pattes, donc il allait plus vite. Mais non, c'est un garçon qui n'était pas programmé pour cette ligue-là, parce que c'est un gamin qui était, lorsqu'il était à Megalex, rêvait que d'Euroleague, parce que pour lui, l'Euroleague, quand tu es à Megalex, c'est la plus belle des compétitions dans son pays. Tu peux jouer avec le Partizan Belgrade ou l'Étoile Rouge de Belgrade. Pas programmé pour la Grande Ligue, parce que tous les opposés, en fait. Une ligue qui est aujourd'hui de plus en plus athlétique, verticale, rapide, fait de vitesse. Donc lui, regardez son physique, un mec qui est plutôt au sol, qui avance à son rythme, on va dire. S'il va moins vite, il recule. Nikola Jokic, un mec qui touche le cercle de temps en temps quand il y a un Big Mac sur l'arceau. Donc tout opposé, en fait, cette ligue à Nikola Jokic. Et ce qui est rassurant, c'est que c'est la récompense d'une intelligence de basket. Et c'est la récompense aujourd'hui de la maîtrise des fondamentaux. Et j'ai envie de le rappeler aux jeunes qui nous regardent, qui vivent de highlight NBA. Oui, c'est magnifique ce qui se passe en NBA, mais la base du basket, quand même, ça reste les fondamentaux. La maîtrise des choses simples. Et Nikola Jokic maîtrise tout à la perfection. Et si vous avez ça en magasin, vous pouvez en sortir, peu importe que vous ayez 2 mètres de détente, que vous ayez un ball on league exceptionnel. Les fondamentaux, Erwan. Tu vois, je sais que tu es un mec des fondamentaux, ça reste la base du basket. Il n'y a pas le choix, surtout. Hein. Ça reste la base du basket, ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu la revanche, on a l'impression dans ce basket moderne, c'est ce que tu dis, où il y a un pace incroyable, où on donne, notamment on le voit dans les drafts de chaque année, où on va chercher quand même, quand on fait comment on appelle ça, les exercices d'avant-draft. Les combines. Les combines. On va mesurer la détente des mecs, on va se dire combien ils poussent, combien ils sont capables de courir. À un moment donné, le basket, ça reste... Jokic au combine, voilà. Quand il faut toucher les trucs. Exactement. Et quelque part... Les analytiques, c'est toujours intéressant, mais j'aime bien quand même quand le basket, ça reste un sport de feeling et de QI. Et là, on est en train on récompense un QI exceptionnel. Absolument. Moi, j'aime bien le comparer à Larry Bird. Et vraiment, je pense qu'avec ce titre de MVP, on peut le classer parmi les joueurs qui ressemblent à Larry Bird. Alors oui, il n'a pas du tout le même physique, parce que tu as raison de parler des fondamentaux. Ça reste un mec qui fait 7 pieds, tu vois, avec une adresse et un toucher tout à fait hors norme, ses tirs drop, son tir extérieur, et son fadeaway, pied droit, improbable, qui fait tac, oh, elle rentre comme ça. Quand je parle de Larry Bird, c'est vraiment ce délire il joue contre des surathlètes, des surhommes même, on pourrait aller très loin comme ça. Lui, il a contre ça et il les bat à leur propre jeu, c'est-à-dire que oui, je suis peut-être plus lent, mais je suis plus intelligent, plus fort, meilleur angle sur mes attaques, meilleur contrôle du rythme, parce que ça, c'est un truc aussi qu'on aime mettre en avant avec Jokic, c'est son impact sur le rythme, alors que c'est un pivot. Normalement, c'est le meneur de jeu qui doit imprimer. On a le rythme d'un match. Ça a été aussi des arrières ou des ailiers. Je pense à LeBron James, évidemment. Mais un pivot qui domine autant le jeu et le rythme du jeu, il y en a très très peu dans l'histoire. Steph, on a l'impression qu'il
qui s'est calmé, qui s'est stabilisé. On sait que c'était un joueur qui pétait un peu les plombs. On l'a surtout vu avec l'équipe nationale. On a l'impression qu'aujourd'hui, à seulement 26 ans, on rappelle, il n'a que 26 ans. On dit souvent qu'Yanis Antetokounmpo est jeune, mais Jokic n'a que 26 ans et qu'il est quelque part... Il a progressé aussi sur cet aspect du jeu-là. Asagi, il avait été scandaleux à la Coupe du Monde 2019 avec la Serbie au niveau des attitudes, avec l'arbitrage. Il avait été, à l'image d'un Erwan ou d'un Stephen Brun. Complètement. Il avait lâché des insultes incroyables. Et puis, il y a eu cette... J'ai l'impression que sa maturité dans le jeu est arrivée aussi avec un petit peu cette transformation physique. À un moment donné, peut-être qu'il a pris conscience sur une intersaison qu'il fallait changer des choses et qu'il a fait à la fois cette transformation sur son corps et dans sa tête. Moi, où j'ai été impressionné, c'est aussi son leadership dans cette équipe des Nuggets. C'est quand même lui sur le terrain, de par son jeu, certes, mais de par sa façon d'être, son body language, qui était le vrai leader des Nuggets, même au-dessus de Jamal Murray. Oui. C'est le patron de cette équipe-là. Il emmène les autres avec lui. Et puis, là, on a vu cette petite vidéo qui tournait. Mec, t'as l'impression qu'il est bonnard. Moi, quand il retourne au pays, il va sur des playgrounds, il est torse nu, tu le vois dans les bars à chanter des chansons serbes, à manger. J'ai l'impression que c'est un mec avec qui tu peux passer des bonnes soirées, avec qui, dans une équipe, ça match forcément, qui met l'ambiance et qui est irréprochable sur le terrain. Et c'est aussi comme ça que tu donnes la crédibilité aux Nuggets. Nous, on a connu les Nuggets de Melo, on a vu les Nuggets qui font un coup avec Mutombo. T'as surtout connu les Chicken Nuggets. J'adore aussi les évidemment. Toujours. Aucun intérêt. Bonne promo à 9,99 sur McDo. Non, mais quand je parle des Nuggets, c'est aussi Mike Malone et leur relation qui est incroyable. On se rappelle de ces campagnes de saison régulière où ils sont arrêtés 2 fois de suite 9e. On dit, vous ne défendez pas. Et Nikola Jokic, parce qu'on parle jamais de sa défense, et de cause, puisqu'il est catastrophique en défense, eh bien, les Nuggets, autour de Jokic, avec Mike Malone et l'avènement de Jamal Murray, en fait, se retrouvent parmi les très très bonnes équipes qui peuvent espérer un jour faire un vrai coup en playoff. Ils ont déjà fait une finale de conf, l'année dernière c'était un coup, mais quand je dis un coup, c'est accéder à cette finale qui sera incroyable. Quand ton leader à 26 ans a été lui MVP, forcément tu peux te projeter sur l'avenir. Et se projeter sur l'avenir, c'est pas ce qu'avaient fait les scouts de mieux à l'époque, où Nikola Jokic justement avait fait ces fameux combines, était dans les tests pour la draft, parce qu'on va voir un petit peu le... Ouais, on se tapait un délire, évidemment c'est dur. Le scouting report, alors c'est un peu facile de faire ça, ouais. Mais le mec MVP c'est trop bon. Si Jokic devient, alors voilà ce que nous avait dit Bleacher Report à l'époque, si Jokic devient fiable au tir et qu'il arrive à prendre de bonnes décisions balle en main, il pourrait devenir un Boris Dio du pauvre ou une menace extérieure comme Bero Antic. Régalade. Beaucoup, hein. Régalade. Jokic pourrait probablement devenir une 4e ou 5e option. Malheureusement, sa défense devrait le condamner à ne jamais jouer 30 minutes ou être starter. Elle est incroyable celle-là. Hein, ouais. Et après, tu penses à beaucoup discuter comme ça. On veut évidemment pas tomber parce que c'est le jeu de se mouiller comme quand on fait des previews en avant-saison, mais c'est toujours marrant. De voir comment un mec est capable aussi de... Parce que la réponse, c'est Nikola Jokic qui l'a eu en fait. C'est-à-dire que lui, il a été capable de travailler, de se transformer pour devenir autre chose qu'un Boris Dio du pauvre. Elle est incroyable celle-là. Même si Boris Dio du pauvre, c'est pas non plus... Ah non. Oui, et Pero Antic qui a gagné l'Euroleague, c'est pas non plus scandaleux. Mais il a, par son travail, il a réussi à donner tort. Après, quand tu scoutes des joueurs comme ça, très tôt, très jeunes, qui n'ont pas le surtout des pivots. Des pivots qui n'ont pas le morphotype qui colle avec la NBA, forcément qu'il y a une marge d'erreur importante. Et puis Nikola Jokic, parce que tu parlais tout à l'heure d'un mec qui contrôle le jeu par son pace, ce que fait un petit peu aussi Luka Doncic, sauf que c'était beaucoup plus compliqué de se tromper sur Luka Doncic parce que c'est un mec qui avait dominé l'Euroleague. Nikola Jokic n'a jamais évolué à ce niveau-là, n'a jamais marché sur l'Europe. Donc c'est pour ça que le scouting est compliqué. Sur Luka Doncic, tu ne te trompes pas, même si tu peux avoir quelques doutes. C'est quand même un mec qui a marché sur la 2e meilleure ligue au monde. Donc c'est compliqué de se tromper. Jokic, il n'a pas connu le très haut niveau avant de devenir en NBA. Quand on se pose la question de ce débat-là, qu'est-ce qui arrive, Tom? Quand on se pose la question de ce débat-là, est-ce que c'est le MVP le plus inattendu de l'histoire? On peut le comparer à qui? Moi, j'avais de le comparer à Dirk Nowitzki. Alors, Dirk est drafté quand même 15e. C'était un grand qui arrivait, mais ça restait un pari, même si la draft est plus haute. Nowitzki, il n'était pas non plus programmé. Ça marche pour Yanis aussi, alors. Et ça marche pour Yanis Antetokounmpo aussi. Voilà, pour moi, c'est les deux mecs, finalement, avec qui il est vraiment en concurrence. Alors, d'être drafté 41e, effectivement, il n'y a pas photo, mais je pense que dans le storytelling, Nowitzki et Yanis, ce n'est pas des mecs, c'est des coups qu'on tente. Les fameux T2 allemands, T2 grecs. Voilà. Quand tu prends tous les MVP de l'histoire de l'NBA, c'est que des mecs qui sont programmés pour ça. Il n'y a que, allez, tu rajoutes Nash et ces deux-là, plus Nowitzki. Pour moi, c'est vraiment ses concurrents dans ce débat-là. Ouais, ça me va. Bon, de toute façon, c'est aussi le fait des Européens. Finalement, les Américains qui sont draftés très bas, il y a Kobe qui me vient en tête, enfin très bas.
Ça reste loterie, quoi, tu vois. Donc, à un moment donné, c'est inattendu par l'histoire, par son classement, mais en fait, ça l'est de moins en moins au fil de sa carrière. Ça fait 2 ans qu'on se pose la question de est-il capable de sortir une saison MVP. Et ce qui est dingue, c'est que l'année dernière, franchement, c'est une saison MVP qui est tronquée. Cette année, c'est une vraie saison MVP. Et il a dès sa première année, en fait, de candidature officielle. Et c'est là aussi où pour moi, il réalise une vraie prouesse. Voilà. En tout cas, on est ravis, tu vois, de mettre en lumière comme ça des joueurs avec d'autres qualités qu'avoir la tête au cercle ou shooter à 13 mètres ou aller à 200 à l'heure. Oui, mais après, shooter à 13 mètres, on avait aussi loué les qualités de Steph Curry, que c'était aussi, ça permettait aux jeunes aujourd'hui de voir et de comprendre que même avec un petit gabarit, c'est bien d'avoir les deux. C'est bien d'avoir les deux, bien sûr. C'est bien d'avoir les deux. Maintenant, peut-être que ça va donner des envies à beaucoup de jeunes aussi d'avoir envie de jouer pivot, parce que c'est un poste où vas-y, pivot, non, c'est pourri. Tout le monde aujourd'hui veut être arrière, meneur ou ailier pour avoir le ballon en main. Donc si ça peut donner des idées à des garçons que ce poste de pivot, malgré tout, est un poste intéressant dans le jeu. Et puis vous gagnez de l'oseille quand vous êtes grand, parce que les centimètres, absolument. Les centimètres, ça se paye. Hein, c'est vrai que les grands chaque fois, mais c'est tout. Denrée rare. On a toujours besoin d'avoir un grand. Au basket, vaut mieux, ouais. Dans d'autres sports, je dis pas. Quand t'es jockey, par exemple, ça a moins de sens. Pour le coup, au basket, ça peut toujours servir. Disque jockey, alors. Ouais, ça n'a pas de sens d'être très grand. Non, c'est pas très grand. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est le retour des grands. Joel Embiid, Nikola Jokic, au plus haut niveau, des leaders d'équipe qui veulent aller loin en play-off en étant des pivots. Ça faisait longtemps, et puis on a beaucoup parlé de la dizaine des 10 ans, là. Il a quand même le même terrain il a le même terrain que Jean Lassalle, quand même, Nicolas. Il a le même terrain Regarde-le, là. C'est pas Jean Lassalle. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, du coup. Justement, tu parlais de Joel Embiid, il a encore fait une décla, il est un peu dans tous les combats, et donc Joel Embiid, tu disais, les votes ont été un petit peu sévères pour lui. Il a quand même fait une décla pour dire qu'il était très déçu de ne pas avoir eu le titre de MVP. C'est une déception, car en tant que joueur, on bosse dur pour ces moments-là. On peut le comprendre d'être déçu, mais c'est vrai que la blessure a certainement fait la bascule un petit peu dans cette course. Ça fait une énorme bascule, parce que lui, il fait une saison de MVP dans l'Impact, on le voit encore en play-off, il est inarrêtable, il est très sérieux, très régulier dans la performance, et les Sixers, avec leur bilan collectif, ont clairement leur mot à dire pour supporter cette candidature. Voilà, au bout d'un moment, il peut être frustré, on peut l'entendre. Moi, j'aurais aimé quand même qu'il dise un mot sur Jokic. Alors, on aime cette idée de rivalité et tout. Tu peux aussi dire, moi, je pensais mériter. Bon, bravo quand même au gars en face qui a été incroyable. Tu vois, t'as le droit de le dire. Ouais. Je parle même pas de fair play, mais juste de le dire. Qu'il soit déçu, c'est normal. Qu'il soit déçu quand il va. Enfin, il l'a déjà vu avant moi, le tableau des votes. Il a fortement raison d'être déçu. Maintenant, Erwan, tu me poses la question. Tu dois bâtir une équipe. J'annonce que je prends Joel Embiid bien avant Nikola Jokic. La défense. Moi aussi, hein. Et pourtant, l'écart, c'est grave réduit cette année. Après, l'écart, c'est grave réduit. Tu as quand même. En fait, je te dis moi aussi, mais je crois que ça mériterait un vrai débat, un nouveau vrai débat autour de ces deux-là, parce que quand je vois la stabilité d'aujourd'hui de Jokic, alors on va revenir tout à l'heure, bon, ils sont struggle face aux Suns, mais comme il arrive à rendre meilleurs les autres, alors que Joel Embiid est quand même bien stable au niveau du scoring et de la domination intérieure. Certes, j'ai l'impression que Jokic aussi quand même rayonne collectivement beaucoup mieux que Embiid qui fait des perfs individuels de très haut niveau, notamment au scoring. Mais enfin, c'est le choix de Sophie, c'est très compliqué, hein. Mais ça sera un bon débat à avoir. Ça sera un bon débat à avoir. Ça ne sera pas aujourd'hui. En tout cas, dites-nous vous dans les commentaires si vous êtes content de voir Nikola Jokic MVP ou si vous auriez peut-être voté pour quelqu'un d'autre. Il est MVP, Nikola Jokic, mais il est struggle quand même. Pas lui personnellement, mais son équipe est menée 2-0 face aux Suns en playoff. C'est le moment d'aller dans les focus à l'Ouest. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Avoir MVP dans son roster, c'est bien. Mener 2-0 dans une série de playoffs, c'est mieux. Et les Suns n'ont pas de MVP, pas encore en tout cas, mais mènent 2-0. Ils ont l'avantage du terrain. 2 matchs plutôt parfaitement aboutis de la part des Suns. C'est notamment un match 2 où ils ont complètement giflé les Nuggets qui sont passés au travers et un Mike Malone pas du tout content. Et il y a de quoi, absolument. Être mené 2-0 après 2 matchs à l'extérieur, c'est arrivé 100 000 fois dans l'histoire de la NBA. Les matchs à domicile pour les Nuggets voudront dire beaucoup de choses. En attendant, il y a 2 matchs à analyser et on a vu 2 matchs où les Suns ont dominé de partout cette équipe des Nuggets. Moi, c'est ce qui m'a frappé dans ce match 2, c'est qu'il n'y a aucun poste où il y a un duel gagné défensif côté Nuggets. On prend un par un. Campazzo, Austin Rivers, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Jokic, même le poste 4 qui est censé être leur meilleur, là où ils ont le plus d'atouts en défense parce que Paul Millsap et J. Michael Green rentrent,
Eh bien, en face, les mecs se baladent. J'ai vu Saric se balader quand il est rentré. Je vois Jake Crowder qui est fantastique d'adresse, de leadership par la parole, dans l'énergie et la défense. Il n'y a pas un duel défensif gagné par les Nuggets. Et à ce jeu-là, les Suns qui, eux, pour le coup, sont archi aboutis, archi matures en attaque et défense très très bien en place. Eux, ils font leur petit match comme ça et ils sont jamais contrariés. Donc, surprise, je vois une énorme différence pour l'instant. Moi, je suis assez d'accord. Surprise, Steph, de voir cette énorme différence sur ces 2 premiers matchs. Je crois qu'on n'a pas assez vanté la qualité de cette équipe des Suns. Ah, pourtant, on a essayé de le faire pas mal, mais je suis assez d'accord avec toi. Mais tant qu'on n'a pas vu en play-off, on était. Exactement. Il restait quelques interrogations en se disant est-ce qu'ils n'ont pas joué au max du max en saison régulière et qu'ils ne pourront pas peut-être monter de niveau. On s'aperçoit que cette équipe-là, elle est sur les rails. Les principes de jeu sont maîtrisés à la perfection. Les certitudes sont maîtrisées à la perfection. Les rôles aussi sont bien établis. Et puis, il y a un écart dans cette série. C'est que Phoenix a plusieurs garçons sur qui se reposer. Ils ont Chris Paul, qui est quand même multiple All-Star. 15 passes, 0 passes décisives dans le match. Ils ont Devin Booker, qui est une superstar. Ils ont un garçon qui se révèle au plus haut niveau, qui s'appelle DeAndre Ayton, qui fait une campagne de playoff, qui est fantastique, de vivacité, de traversée de terrain, qui fait un taf exceptionnel. Et puis ils ont des soldats. Alors des soldats, c'est pas péjoratif. Hein. Jake Crowder fait des playoffs fantastiques. Et tu t'aperçois. Cameron Payne. Tu t'aperçois qu'aujourd'hui, la réalité des super teams, entre guillemets, voilà, parce que les Nuggets, eux, qui ils ont dans leur effectif Michael Porter passe à côté, ils ont que Nikola Jokic en superstar. Ils ont le retour Phoenix, de Will Barton, c'est pas une superstar, mais t'es dans les soldats. Et c'est le seul mec qui a eu envie de... Il a pas été mauvais, qui était de retour. Il n'avait pas joué depuis le 23 avril, il y a Will Barton qui a amené un petit peu de jus, mais je trouve que Michael Porter Jr. a été catastrophique. Et c'est vrai. Ouais, mais est-ce qu'on n'en attend pas trop aussi? Peut-être après, je pense que quand tu struggles en adresse, je pense qu'il a les qualités pour faire autre chose. Il est beaucoup trop. Tir externe. Trop tir externe. Et quand il les met pas, quand il les prend en première intention sur des remontées, tu vois son équipe. Aussi fort soit-il, il faut qu'il fasse autre chose. Et mine de rien, on oublie trop, et on le dit pas assez en tout cas, qu'il leur manque Jamal Murray. Facundo Campazzo, on l'aime beaucoup. Mais là, le différentiel avec Chris Paul sur le rythme, sur l'organisation, c'est beaucoup trop dur. En fait, on fait un constat brut, et c'est normal. Le souci, c'est que leur base arrière, et on l'a très bien dit pendant les playoffs, c'est 2 remplaçants qui sont titulaires aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que Campazzo et Rivers ne sont pas les titulaires de NBA. Maurice aussi. Maurice n'est pas titulaire. C'est un super backup. Mais là, il leur manque 2 mecs. Tu vois, ça peut être Will Barton, pourquoi pas sur le poste 2, et Jamal Murray sur le poste 1. Donc, évidemment que leur niveau intrinsèque, il est grave moins fort que Devin Booker et Chris Paul, qui sont extraordinaires côté Phoenix. T'as besoin de gros joueurs. Et là ça se voit. Et c'est vrai qu'on a cette sensation que même Nikola Jokic, en fait, il a besoin quand même d'avoir des bons joueurs autour pour rayonner. C'est-à-dire que quand il y a une prise à 2 et que tu lances la balle à Aaron Gordon à l'opposé, il faut qu'il mette dedans, parce que sinon, tu ne peux plus jouer. Et que là, ils sont dominés, malheureusement. C'est pour ça que je voulais commencer par la défense. Ils ne marquent que 98 points pour une super équipe d'attaque. Et c'est chaud. C'est chaud côté Nuggets. Et puis, voilà, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, les autres, gros, ils ont un collectif. Moi, ils m'impressionnent. Hein. Grand kiff les Suns. Dans le jeu, dans la tribune, c'est vraiment fantastique. Non, mais attends, très fort. Le run du match 1, fin du 3e, il est incroyable. Là encore, hier soir, on voit des choses. Des stops. Ils arrivent à faire leur effort, tu sais, comme un bon cycliste. Ils font leur effort, hop, ils mettent tout le monde derrière, et puis derrière, t'as plus qu'à finir. Il n'y a même pas de money time hier soir. Regarde, Mike Malone, il est d'accord avec toi. J'ai vu une équipe qui voulait être là, donc les Suns, qui a joué avec détermination, une autre qui ne voulait pas être là. J'ai eu le sentiment qu'on avait baissé les bras, et c'est exactement la sensation qu'on a eue, ce qui est bizarre, parce que dans cette semaine-là, tu as ton meilleur joueur qui reçoit un titre de MVP, tu es mené 1-0, il y avait tout un petit peu pour revenir un petit peu à l'envie et se dire, bon, celui-là, il faut le prendre, parce que si on est mené 2-0, c'est pas la même. Et finalement, il n'y a pas de réaction des Nuggets. Il reste maintenant la série voyage à Denver. On sait que là-bas, les Nuggets sont plutôt... C'est jamais simple d'aller les jouer. Qu'on voit quoi sur la suite de cette série? Ouais, je t'en prie. Denver doit absolument prendre le match 3 et tourner à 2-1. Ça, c'est une priorité. Maintenant, c'est pas. On connaît la stat. Voilà, oui, je veux pas non plus. J'invente pas grand-chose. Maintenant, j'ose espérer qu'avec l'adrénaline, le public, le fait de jouer à la maison, ils vont pouvoir trouver d'autres choses. J'espère que Mike Malone va trouver aussi des choses pour contrer cette équipe des Suns. Mais pour être très honnête avec toi, Erwan, je pense que Phoenix va passer. Ouais. Il y a trop de force. Trop d'armes partout, trop de confiance. Et les mecs savent ce qu'ils font sur un terrain. Et surtout, et je le dis, c'est trop fort, Booker, Chris Paul, ce duo-là, mais Chris Paul hier,
Chris Paul hier, c'est une masterclass. Mozart, quoi. C'est une masterclass. Il lit tout. C'est André Rieu, quoi. Il n'envoie pas une passe au mauvais moment. Il lit toutes les défenses. Tu sais, quand tu perds des ballons, parfois, tu joues un pic, le mec il roll, tu vois la rotation, tu l'as mal opposé, mais le mec il a fait semblant de venir bumper, il vient styler. Oh, il fait pas de conneries comme ça. Jamais. Il fait pas une seule bêtise sur des lectures de passe, Chris Paul. Le seul ballon qu'il a failli perdre quand un mec est repris par derrière, il est revenu dans les mains. Donc en playoff, il a 72 passes décisives pour 10 paires de balles en 8 matchs. Alors, il y a eu sa blessure et tout. Joli ratio, il est seulement à 10 paires de balles en playoff, sachant qu'il a joué contre les Lakers. Ce ne sera pas la première fois dans l'histoire de la NBA qu'on voit une équipe revenir de 2 alors qu'elle a été largement dominée à l'extérieur. Bien sûr. Ce ne serait pas une surprise. Parce que là, pour l'instant, il n'y a pas eu de surprise. L'avantage de 2-0, terrain, voilà, 0, il y a une équipe qui a basta. assuré à domicile. Voilà, ce qui nous inquiète, c'est vraiment le différentiel de contenu dans l'intensité, défensivement et dans l'adresse. Ça fait quand même 3 facteurs impossibles normalement à gérer. Donc maintenant, c'est à Denver de revenir avec d'autres intentions. Il va falloir leur rentrer dedans. Sinon, gros, au bout d'un moment, tu te fais bouffer. L'adresse va revenir à domicile. Tu mets des pantons à domicile. Si ils sont dans l'intensité. S'ils sont pas dans l'intensité, pour moi, il y aura 3-0. Hein. Parce que les autres, là, ils sentent l'odeur du sang. Dans l'intensité à la maison, avec du public, t'es obligé d'y être. Je suis d'accord. Tu peux pas baisser la tête, tu peux pas give up comme ça. T'es obligé. T'es porté par la foule. Si tu fais pas le minimum, je pense qu'ils vont On en parlera samedi, puisque tu seras avec nous dans le studio d'à côté, dans l'antenne libre. À 20h30, soyez bien avec nous pour justement revenir sur la suite de cette série entre les Nuggets et les Suns. On enchaîne avec la deuxième série de la conférence Ouest entre le Jazz de Rudy Gobert, élu fraîchement pour la 3e fois de sa carrière meilleur défenseur de la saison, et les Clippers. 1-0 pour le Jazz à domicile avec une énorme deuxième mi-temps du Jazz et de Donovan Mitchell. Mais on a eu l'impression que finalement, je ne sais pas comment vous le dire, mais on a l'impression que ces Clippers, ils avaient le match en main et qu'à un moment donné, sur la qualité première du Jazz, c'est de l'adresse, des tirs incroyables, les Clippers ont laissé filer ce match. Alors avant de parler de la série, bravo à Rudy Gobert. Une minute avant de parler de la série, bravo à Rudy Gobert. 3e fois défenseur de l'année, il a que 28 ans. Il pourrait, pourquoi pas, en gagner 4 ou 5. On voit des stats là sur la saison, effectivement c'est absolument mérité. On se posait la question avec Ben Simmons, mais au fil de la saison, moi à l'époque j'avais voté Ben Simmons, mais avec le fil de la saison, Rudy mérite amplement. On peut se poser la question, est-il le meilleur défenseur de sa génération dans un basket toujours plus ouvert, toujours plus difficile à contrôler? Un pivot comme ça, imagine s'il avait joué dans les années 80-90, il aurait été encore plus dominant, ou dans les années 2000 d'ailleurs, comme on voit Ben Wallace et Dwight Howard. Donc, il est en avance sur tous ces gens, il n'a que 28 ans, Rudy Gobert, il est déjà en avance, on imagine qu'il sera en course chaque année en tout cas, pour être meilleur défenseur de l'année. Quand je parle de meilleur défenseur de la génération, je parle de Kawhi Leonard, et Draymond Green, évidemment il ne faut jamais les oublier, mais bravo à Rudy, vraiment, un Français qui soulève des trophées, c'est un truc de ouf, une 3e fois, là c'est prodigieux. Hein. Ouais, il rentre un petit peu plus dans l'histoire. Alors, c'est le garçon qui est le plus impressionnant pour combler les espaces avec ses longs segments, et tout le monde est unanime pour le dire, il est fantastique. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il gagne ce match, on en reparlera contre les Clippers, sur une action défensive de Rudy Gobert. C'est pareil qu'un buzzer beater pour moi, ce contre de Rudy Gobert sur le jumeau Maurice à 3 points. Ça vaut un panier de la gagne. Et tu vois, ça appuie encore plus ce trophée-là. Bravo Rudy. J'espère que tu seras aussi bon défensivement à Tokyo, parce qu'on aura besoin de ça. Il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Hein. Ouais, grave. Et par rapport à Rudy, il y a un truc. Il s'est un peu délesté de quelques kilos. Il était très tanké, il l'est toujours. Mais en fait, ça se ressent énormément. C'est-à-dire que quand tu as un pivot qui est capable de switcher et de défendre sur les petits, évidemment, on va prendre des palines sur la tête. Les joueurs sont tellement forts en NBA. Mais moi, je le vois parfois être passé, boum, mettre des planches. Je le vois aller au compte sur des tirs. On atteste les actions d'hier. On va y revenir parce que pour mes Clippers, on va bien jouer le coup. Mais Rudy Gobert, tu vois qu'il est archi fit et donc il a gagné un peu en motricité. Vélocité. Pas en vélocité, en motricité, parce qu'avec moi je trouve qu'il va gagner aussi en vitesse. Mais moi c'est pas latéraux qui m'intéresse. Tu vois, c'est vraiment là-dessus défensivement de ce côté-là du terrain. Beau gosse avec ses cheveux. Je préfère que tu il est beau gosse. Donc bravo à Rudy, franchement, qui a réussi à progresser alors qu'il était déjà meilleur défenseur de l'année. Incroyable. Et justement, en plus, c'est vrai que le match face aux Clippers, il marque pas beaucoup de paniers, Rudy, mais par contre, il est important. Alors il y a ce contre à la fin, on va y revenir, mais il a gêné terriblement les Clippers sur ce qu'il sait faire, et on voit que même à haut niveau d'intensité en play-off, ce rôle-là, il leur fait énormément de bien au Jazz, où certains s'oublient des fois défensivement parce qu'ils sont déjà en train d'envoyer des bombinettes, de l'autre côté du terrain. Ils comblent énormément les manques, et on l'a vu face aux Clippers sur le match 1. Oui, absolument. Les Clippers décident de jouer small ball. Zubac a joué quand même 20 minutes en sortie de banc. Rudy a joué 33 minutes. Ça fait partie des interrogations de la série, c'est-à-dire... Est-ce qu'on met plus Zubac ?
est-ce qu'on met plus Zubac et est-ce qu'on laisse Rudy Gobert sur le terrain dans les fins de match? Tu vois, dans les dernières saisons, on se posait souvent la question, les grands, est-ce qu'ils sont capables de finir les fins de match? Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. La série est très courte. Le problème, ce sera Ibaka. Si un jour il revient, peut-être que lui va finir les matchs, il va les démarrer. Pour moi, je compte pas sur un mec qui est pas là. Ibaka, pour l'instant, il est pas. On a des infos sur lui, il n'y a rien. Il a mal au dos. Il a mal au dos. Il a mal au dos. Donc. Mal au dos. Manodo, absolument. Pourquoi pas, c'est ta première petite calembour de la soirée. Non, par contre, tu peux te poser la question de DeMarcus Cousins, par exemple, puisqu'on est sur le duel à l'intérieur. DeMarcus Cousins qui fait une très bonne première mi-temps, on l'avait pas vu pendant les playoffs. Ouais, mais 4 minutes. Il fait une super interception derrière end one, il met une filage à 3 points, et derrière, hop, rideau. Après, ce que je comprends pas, c'est quand tu fais 4 bonnes minutes, pourquoi tu joues que 4 minutes en fait? Donc, ça, soit tu fais 4 minutes comme ça, ou je comprends pas. Franchement, il fait 4 bonnes minutes. Ouais, 4 bonnes minutes. Explique-moi pourquoi il joue que 4 minutes alors. Après, c'est les théories à la terre nous. Il a 6 points, 3 rebonds en 4 minutes. Je demande à le revoir quand même. Ouais, on avait envie en tout cas d'essayer de l'essayer, parce que c'est vrai qu'on a vu Zubac qui est un peu dans le dur, on voit dès qu'il joue. Et j'ai mal pour lui parce qu'il est en progression. C'est un joueur qui a été correct toute l'année avec les Clippers. Non, il fait une saison régulière correcte. C'était meilleur l'année dernière. Oui, bon, bref. Et puis, parce qu'à l'inverse, il a relancé Pat Beverley. Il a essayé de relancer Pat Beverley. Bon, j'espère qu'il a compris que c'est fini, quoi. Faut va t'asseoir au bout. Va relancer Kenny Atkinson aussi. C'est ça. Viens en Santiago, mets-toi au bout du terrain, et puis voilà. C'est Pat Beverley, faut. Il le retourne parce que c'est un début de série, on peut l'entendre, mais moi, Reggie Jackson est bon, mais Terrence Mann. Par contre, si je peux me permettre, moi, je pensais que les Clippers allaient en prendre une bonne sur ce match 1 parce qu'ils venaient de faire match 6, match 7 contre les Mavs et que Kawhi avait été monumental sur les 2 derniers matchs. Je pensais qu'ils allaient être cramés. Et pour moi, c'est plutôt un signal positif, ce match des Clippers, sur un match 1 où tu arrives d'avoir gagné un match 7 et de perdre alors que tu as la possession pour aller en prolongation. Pour moi, c'est plus positif. Ça dépendra du match 2. Parce que, pareil, moi, parce que tu la prends match 2. On le perd, mais on est mieux que ce qu'on pensait. Gros, un match perdu, c'est un match perdu. Et là où je vais, et pour répondre à ta première question, la toute première, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand je vois la première mi-temps, je suis sûr que les Clippers vont gagner. Je vois plus 10, je les vois agressifs, je les vois adroits. D'ailleurs, on a sorti quelques stats sur le différentiel des 2 équipes entre la première et la deuxième équipe, des stats brutes, mais en fait, ça en dit tellement long sur le match. La première mi-temps pour les Clippers, c'est 60 points marqués, 47% au tir, 11 sur 23, 47% à 3 points. Tout se passe bien, ils sont dans l'adresse, tu les sens, bam, le small ball fonctionne à merveille. Deuxième mi-temps, et pour le coup, bon coaching de Snyder à la mi-temps, changement complètement d'état d'esprit côté Jazz, ça se répercute dans les stats, 49 points marqués pour les Clippers, et surtout une chute complète de 10 points au tir et de 20 points à 3 points. Le momentum s'est complètement changé, on l'a senti visuellement clairement. Et là, regarde, on voit le Jazz, justement, qui pour eux c'est l'inverse, 47 points en première mi-temps, 67 en deuxième mi-temps, compliqué d'aller gagner à Utah, en encaissant 67 points en deuxième mi-temps. Dont 32 points de Donovan Mitchell. Et tu me disais ça, Erwan, les stars aiment beaucoup mettre des cartons pour les Clippers. C'était ma question d'après. J'ai l'impression que chez les Clippers, quand même, j'ai 2 choses qui m'interpellent, dont celle-là, c'est que j'ai l'impression que toutes les stars, face aux Clippers, mettent des cartons. Et j'irai plus loin, toutes les stars sur les postes extérieurs. Ouais. Surtout. Parce qu'à l'intérieur, après, ils n'ont peut-être pas joué de superstars. Mais tous les mecs, les arrières et les meneurs, font des cartons contre cette équipe-là qui est censée avoir les 2 meilleurs défenseurs sur les postes externes. De la Ligue. Je mets pas de Beverley de côté, qui était censé être un bon défenseur. Mais tu peux le mettre, en vrai. Kawhi Leonard, Paul George sont censés être les 2 meilleurs défenseurs sur les postes extérieurs. Ils se sont fait casser la bouche par Luka Doncic l'année dernière et cette année. Rajon Rondo aussi. Et là, sur un match 1, ils prennent 45 de Donovan Mitchell. Dont 32 en deuxième mi-temps. La star de cette série pour l'instant, enfin de ce premier match, c'est Donovan Mitchell. Ah bah oui. Paul George, Kawhi. Il n'y avait pas Mike Conley qui était Absolument, il n'y avait pas Mike Conley. Je crois qu'il avait des nausées et des maux de tête, mais bon, ça n'a pas empêché Donovan Mitchell de faire un carton. La deuxième chose qui m'interpelle chez les Clippers, c'est à un moment donné la hiérarchie de qui prend des tirs. On a le jumeau Maurice, il est à 2 ou 3 sur 14, 1 sur 9 à 3 points. Parce qu'à un moment donné, on ne va pas lui dire gros. Mais il est à 47% en playoff à 3 points. Il a 1 sur 9 hier, mais il a été bon jusque-là. Je suis parfois surpris, surtout dans les moments chauds, parce qu'après, sur un match, tu peux. Mais quand ça. Et c'était encore un match très serré, de la hiérarchie de cette équipe-là. Il y a un numéro 1 qui est Kawhi, il y a un numéro 2 qui est Paul George. Alors, on peut revenir sur Paul George, qui fait encore des pourcentages catastrophiques, qui a enchaîné un 10e match en play-off à moins de 25%. C'est pire que Russell Westbrook, qui est cassette. Et on voit que c'est les anciens Celtics de l'époque, avec Bob Cousy et Tom Henson, qui avaient fait ça.
je suis très surpris des fois de la hiérarchie de qui prend des tirs. On sait que Reggie Jackson est un électron libre, mais il y en a beaucoup des électrons libres. il y en a, voilà, il y en a un peu trop. Terrence Mann, Luke Kennard. Terrence Mann encore, il se lâche, il prend des tirs sur des drive and kick, donc pourquoi pas. Mais des fois, Maurice, j'ai l'impression qu'il prend des tirs. Pourquoi après, tu vois, quand il avait. Il fallait un énorme match 7, il est en confiance de ouf. Quand il est arrivé, on avait été plutôt surpris parce que moi, je trouve que c'est exactement le même type de profil que Kawhi et Paul George, en tout cas en attaque. C'est-à-dire que c'est un poste ailier, 3-4, capable de scorer, shooter externe, jouer du post-up. Donc en fait, ces attributs-là, ils l'ont déjà avec Kawhi et Paul George. Et là, en fait, ça se confirme. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, c'est Thug Life, tu vois, vraiment dans le sens oh, moi je suis sur le terrain, je vais gagner mon duel offensivement, je vais me donner à fond, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'un autre mec comme ça alors qu'ils ont déjà les deux là? Je suis pas sûr. Sachant que le post-up, il l'a plutôt oublié. Bah, ça lui arrive, mais il a un peu oublié. Justement. Tu vois, bon, après, c'est un délire d'équilibre, mais ça, on se pose la question depuis longtemps. Moi, je le dis, donc je pense pour moi, il prend beaucoup trop de tirs. Alors, quand il est dans des bons soirs, comme sur le match 7 contre les Mavs, très bien. Mais quand il est dans un mauvais soir, il ne doit pas se dire « Ok, ça va revenir ». Non, c'est en ça, moi, que ça me gêne. On va revenir d'ailleurs sur cette dernière action, sur ce tir à 3 points donc, de Maurice, et c'est lui qui prend le tir. Moi, ça me gêne. Après, alors, regardons de l'action. Il reste 14 secondes, les Clippers sont encore à temps mort. Rajon Rondo remonte l'action, ça fait des petits main à main. Un 8 fixe, là. Un 8 fixe qui n'aboutit sur rien. Super défense du Jazz. Et finalement, il y a Maurice qui a un peu ouvert sur la passe de Kawhi parce que Rudy va dans l'aide. Moi, pour moi, ça s'est très mal joué. Alors, Tyronn Lue a dit nous, on vient de faire un stop, on se dit qu'on va profiter de la transi puisqu'il y a Rudy Gobert sur le terrain pour essayer de trouver un tir ouvert à 3 points et tenter d'égaliser. Pour moi, très mal joué. 14 secondes à jouer. Il te reste un temps mort. Tu dois avoir la présence d'esprit de driver. Un drive donc de Kawhi, de Paul George, même de Rondo au tout début de l'action. Ça va permettre soit d'aller au bout parce que tout le monde défend bien sur le tir à 3 points parce que le but du Jazz, c'est pas d'encaisser. Soit il va y avoir un mec qui va faire une dinguerie, comme à New York. On n'arrivait pas à retrouver le match dans notre tête. Il s'était passé un truc comme ça à New York où un mec arrive dans l'aide, bêtement, une aide franche, boum, tu kicks, ça met un grand tir. Ça te met un tir ouvert, tu marques pas, on en rediscute, mais en tout cas, ça donne un tir ouvert. Pour moi, les Clippers auraient dû jouer sur la première intention le cercle, kicker si ça ouvrait, ou au pire, aller sur la ligne des lancers francs, et que le Jazz mette ses 2 lancers francs, t'as encore un temps mort, t'as au moins 7-8 secondes derrière pour trouver un autre tir à 3 points, et là, tu te retrouves dans une galère de ouf. Bravo au Jazz pour la défense, mais c'est pas une bonne dernière action. T'en penses quoi, toi? Après, là où tu as raison, et j'en avais discuté avec Nico, il y a Nico Batum il y a 2-3 mois, sur cet affrontement avec les Jazz en saison, eux, la tactique des Clippers, c'était de jouer très large en fer à cheval et de driver, parce que Rudy est souvent dans la raquette pour contester les drives, et de kicker sur les mecs dans le corner. Là, je crois que Kawhi Leonard, la lecture, elle est bonne, parce que le ballon, Joe Ingles fait une défense incroyable, Kawhi Leonard engage un dribble, et il voit que Rudy rentre dans l'aide. Il se dit, si Rudy rentre dans l'aide, j'ai mon gars Maurice qui est tout seul. C'est un grand girafon, Rudy. Le temps que la passe arrive, il va peut-être pouvoir armer. Et on va bien. Rudy est dans l'aide, là, regarde. Rudy est dans l'aide. Là, Kawhi, il trébuche, il récupère la balle. Regarde, sur le dribble, Rudy, il rentre. T'as vu, il fait 2 appuis, il rentre. Ouais, mais... Et là, il se dit, Maurice, il va pouvoir shooter direct en catch and shoot. Il va pas assez loin. Ce que je reproche sur cette action, c'est que quand tu es, et vous le savez, quand tu es à 5 en fer à cheval, c'est très dur de créer un tir s'il n'y a pas un drive. Ou alors, c'est un vrai contre Damien Lillard. S'il n'y a pas une friction. Ou alors, exactement, c'est de la création. C'est pas ce qu'ils ont fait là avec cette espèce de... Kawhi, il va pas assez loin dans... Exactement, c'est en périphérie. Et dès le début, on a compris qu'il n'y a pas un mec qui allait mettre le pied dans la raquette. Et en ça, tu figes les aides. Les mecs sont installés et Rudy, même s'il fait que lui, il rentre un peu dans l'aide, mais il est tellement grand que le décalage n'est pas assez fort. Après, et moi, je te rejoins complètement. Fixe, il y a toujours un mec au basket qui, même à haut niveau, qui va donner 1 ou 2 pas d'aide. Au pire, il n'y a pas d'aide. Et au pire, et tu viens après, le Jazz aurait peut-être donné le lay-up cadeau en acceptant une bataille de lancer franc sur la fin de match. Jazz, c'est la meilleure défense possible. Bravo au Jazz. S'il y a un lay-up, gros derrière, 2 balades de Mitchell, mets les 2, il serait à 47 points. Et pourquoi pas aller sur un pick and roll franc avec 2 joueurs qui peuvent shooter à 3 points, donc celui qui l'utilise et celui qui pique et qui pop. Je pense pas. Là, moi, ce 8 fixe, c'est un peu chelou. C'est facile j'ai trouvé que ça manquait de préparation, que ça soit en amont ou même pendant la toujours de main à main comme ça, c'est les délires des Spurs. C'est les Spurs qu'on va balancer les mains à main au début de système pour provoquer des switches défensifs, créer des décalages. Après, il y a un dernier truc, c'est que donc 14 secondes à jouer, ça descend vite évidemment 14 secondes.
quand il reste là, quand Maurice il est dans la merde, Tyronn Lue, il doit courir, faire je sais plus comment, là, tu sautes, aquaplane, ouais, pas ventriglisse. Ventriglisse. Il doit faire temps mort. Tu sens que t'es dans la merde. Rudy Gobert, jamais il va pouvoir tirer dessus. Donc tu dois rentrer. Au pire, il reste 1 seconde 7, mais au moins tu crées quelque chose. Et ça, Tyronn Lue, lui, il était assis comme les 15 000 spectateurs dans la salle et qui a dit bon bah on va voir ce qui va se passer. Donc sans taper sur Tyronn Lue parce que c'est Tyronn Lue, je tape sur le coach qui aurait dû avoir une réaction et qui l'a jamais eu. 1-0 pour le Jazz, première défaite des Clippers donc à l'extérieur dans ces playoffs, parce qu'on rappelle qu'ils avaient gagné leurs 3 matchs à Dallas. Comment on voit la suite de la série? 1-1. 1-1, victoire des Clippers, toi, ouais. ce soir. Hein. Ouais. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Moi, je trouve le Jazz très impressionnant. Je les imagine pas faire une vieille première mi-temps comme ils ont fait hier. Donc, je vois le Jazz continuer. On n'a pas cité le nom de Jordan Clarkson, qui maintient en vie le Jazz dans la première mi-temps. Ils font que de shooter à 3 points. Hein. Ils ont tiré 50 fois à 3 points dans le match. 7 sur 50 à 3 points. Ouais, mais c'est leur jeu. C'est des bons porcinés. C'est leur jeu. Depuis 1 an et demi, gros, ils font que ça. De toute façon, ils gagneront ou ils perdront avec de l'adresse. En shootant à 3 points. Voilà. Avec ou sans. Quand je vois mon gars Bogdanovic, gros, il a une mitraillette à la place du bras, Bogdanovic. En tout cas, Donovan Mitchell. Joe Ingles, c'est pas Donovan Mitchell, il a souvent. Royce O'Neal aussi. Un peu de calme, j'ai une stat à prendre, s'il vous plaît, merci. Judge. Donovan Mitchell, on se souvient, il avait raté le premier match face à Memphis, ils avaient perdu, mais depuis, c'est 5-0, il est invaincu sur ses playoffs. Les stats Donovan Mitchell. Incroyable stats. Et on rappelle aussi sa campagne de playoffs l'année dernière dans la bulle. Solide le bougre. Mike Conley de retour sur le game 2 ou pas? J'espère, il avait de la nausée et des maux de tête. C'est pas les croisés. Ouais, toi, t'as l'habitude, toi, de nausée et des maux de tête. Pas du tout. I got a hangover. Oh Le focus de la conférence Est. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! On attendait la guerre des étoiles entre les Nets et les Bucks. Finalement, c'est la guerre des boutons. Les Nets sont en train de désosser Milwaukee après 2 matchs au Barclays Center. Messieurs, je vous demande de lâcher vos téléphones et de revenir un petit peu sur cette série. Parce que, honnêtement, est-ce qu'on n'est pas très déçus pour l'instant de cette confrontation-là? Si, c'est un truc qui fait pchit. Hein. On attendait des monts et merveilles de cette confrontation du Giannis Durant et on s'aperçoit que finalement Brooklyn, en plus d'être monumental individuellement avec Durant, avec Kyrie Irving, collectivement, mec, t'as plus de basket, frère. Oh là 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 là. Basket, frère, il a raison. Non, la Frérot. Mec, ça joue bien. J'ai envie de faire comme ça, Steve Nash, gros. Chapeau bas, mon grand, parce que c'était ton test grandeur nature depuis ton début dans le coaching. Ouais, il désosse Milwaukee à la fois sur le talent individuel, mais aussi sur le collectif. Collectivement, ils sont trop forts. Des deux côtés du terrain. Des deux côtés défensivement. Ça, c'est un truc quand même qui était pas à prévoir, c'est que les Bucks soient stoppés à 86 points de marqués. Les Bucks de Giannis avec Jrue Holiday et Middleton, celle-là, fallait la prévoir. Je te rejoins complètement, l'impression visuelle, elle est folle. Moi, je vois une équipe avec 2 stars, tu parlais de hiérarchie, mais avec plein de mecs autour qui s'éclatent. Tu te rappelles la semaine dernière, j'ai vendu mon gars Joe Harris. Ça va, quoi. Tu l'as découvert la semaine dernière? Non, la semaine dernière, je t'ai dit. Come on, bro, qu'est-ce qu'il raconte ton gars? Non, je t'avais dit que Joe Harris, il sera à 16 ou 18 points de moyenne sur la série. Tu m'avais regardé comme ça. C'est un peu too much. On va remettre en perspective que James Harden s'est blessé au bout de 43 secondes lors du match 1, ce qui forcément va donner des munitions à Joe Harris. Mais qui te dit que je l'avais pas vu, ça? Ok, Dr. Harris. On va prendre la déclat de Steve Nash, c'est beaucoup mieux que nos conneries. Les gars ont bossé dur toute l'année pour essayer d'atteindre le meilleur niveau défensif. Ce soir, c'était exceptionnel. Je voudrais qu'on revienne sur ce collectif des Nets avant de tomber sur les Bucks sans non plus trop les assassiner. Il n'y a que 2-0 et ils repartent à domicile, mais il y a plein de choses à mettre en perspective quand même. Les Nets, on parlait du collectif défensif, c'est vrai qu'ils sont portés par l'événement, par le fait de se dire on va gagner, mais en attaque, les deux, donc Irving et Durant, sont tellement forts, tellement faciles, qu'on a l'impression que jouer autour de ces mecs-là, en fait, c'est cadeau. Bien sûr que c'est cadeau, parce que tu te mets dans les bons spots, dans les spots où t'aimes bien, où tu te sens bien. Ces deux-là te mettre en situation de briller. Ils attirent aussi déjà défensivement le focus. Les Bucks ils essayent de limiter leur impact. Mais, et les mecs, là, le supporting cast qu'on a tendance à dire, mec, c'est des putains de joueurs. Des Joe Harris, des Bruce Brown, des Blake Griffin. Bruce Brown, il régale. Il est de fou. Il a eu contre Kuruc quand même. Hein. Mec, ils sont forts. Mais de toute façon, parce qu'on a l'impression qu'ils ont perdu un All-Star avec Harden, mais qu'ils ont récupéré un All-Star avec Blake Griffin.
Blake Griffin, je pense que Pistons peut porter plainte pour faux et usage de faux. Gros. Ça tombe bien. En parlant de faux usage de faux, il y a un mec qui s'appelait Kaiser Soze qui nous a donné une idée de créa sur First Team. C'est vrai que Blake Griffin, on peut envoyer la vidéo. Blake Griffin, c'est quand même un brave délire. Il a carotté tout le monde. Gros. Non mais attends, le match 1 qu'il fait. Moi, je suis à deux doigts de me dire qu'il a fait exprès d'être. Griffin, Kaiser Soze. Ben regarde, là, la comparaison elle est bonne. Hein. La comparaison elle est bonne avec quand tu dis qu'il a peut-être feint une blessure parce que c'est pas possible. Le match 1, le match 2 qu'il fait, mais c'est même j'ai jamais vu se battre comme ça au Clippers. Il plonge par terre, il met des tomards. Il a retrouvé à mettre des filoges. Rebond. En fait, ils ont perdu un All-Star, ils ont récupéré un All-Star. Ouais, bravo. Mais je suis content. Moi, je suis content parce que, rappelez-vous, on a fait des émissions où on lui est tombé dessus, on était même triste en fait. On se dit putain, la fin de carrière, elle est sale. Bon. Moi, j'ai fait un édito pour dire qu'il n'arrivait plus à sauter. Ah ouais. Mais il n'arrivait plus à sauter. Il t'a même berné, toi. Il a berné le monde entier. Il met un tomard sur Yanis de profil sur le match 2. Putain, et moi je suis content. Je suis content pour moi lui. aussi. De toute façon, on a envie de voir les mecs à 100%. Après, ils gagnent, ils perdent, c'est leur problème. Mais on peut quand même s'interroger effectivement sur le fait qu'il ait été blessé. Je pense qu'il a été blessé. Franchement, quand il tombe là, le dimanche soir, c'est pas un mec qui a 100%. Sur Jason Tatum. Il y a aucun doute. Là, il y a aucun doute. Sur l'ISO de Jason. Bon, il y a aucun doute que le gars, il est en pire physique que nous, quoi. Au bout d'un moment, merde. Mais là, je retrouve un mec qui est forcément cadre, mais il a envie de jouer. Et l'impact, et oui, ça, on a évidemment qu'on n'avait pas oublié combien il était fort encore il y a 2 ou 3 ans là, dans sa saison incroyable avec Détroit. Mais voilà, il apporte tellement de trucs en fait à cette équipe et il tient la dragée défensivement parce qu'il est là le truc, c'est que défensivement il m'impressionne. En attaque, on peut saluer le fait qu'il se passe la balle, on peut saluer le fait que tout le monde soit au niveau. Mais défensivement, tu t'attendais à qu'il soit si fort. Avec les rotations, tout est au point, il tienne les duels. Mais, après, sur le moral d'un joueur quand tu es sportif de haut niveau. C'est pas Alors, t'as beau te motiver, mais quand tu joues à Détroit et que tu sais que tu vas gagner 25 matchs et que tu arrives à Brooklyn, tu joues une campagne de playoff, tu vois, déjà, ça change ta motivation, ça change ton. À Détroit, il avait 80 millions à ramasser. Oui, Erwan, l'oseille, c'est bien. À un moment donné, t'as envie de gagner des matchs, t'as envie de jouer des vrais matchs, t'as envie de jouer des trucs pour gagner des trophées. Tu sais très bien, Erwan. C'est difficile, c'est d'avoir les premiers 80 millions. Vous me faites dire 80 millions. La motivation est différente. Je n'ai pas dit. Je suis ravi de voir Blake Griffin comme ça. Il n'empêche qu'à un moment donné, que le fait de dire t'as droit, tu gagnes pas de match. Si tu joues à l'OM, après tu joues au PSG. Quand t'es free agent, ton agent va voir un mec qui va dire mon joueur, il vaut 100 millions. Et mieux entouré. Quand ton agent il va voir le Gonz et qui dit moi mon joueur il vaut 100 millions parce que c'est un super joueur, dans super joueur j'entends même quand c'est dur il va continuer à assurer. Oui, mais au bout d'un moment ça te fait chier de jouer des matchs en bois. Bon. Parce qu'il n'est pas tradé Blake Griffin, hein. Il a pris un buyout. Ah oui, il a pris un buyout. C'est là qu'il y a problème. Je suis déçu que tu n'aies pas entendu ma comparaison. Tu alors refais, pardon. C'est comme si un mec qui passe sa vie à jouer avec l'Olympique de Marseille des matchs en merde, qui est mal entouré, il arrive au PSG, bon, c'est plus le même joueur. Il revit parce qu'il est mieux entouré, parce qu'il joue des matchs importants. Voilà, bien. Ça. Super. J'aimerais qu'on passe quand même maintenant aux Bucks parce que oui, les Nets nous régalent des deux côtés du terrain. On l'a dit et c'est KD, c'est exceptionnel. Il n'empêche que moi, les Bucks, à quelle heure? Et c'est pas Dame Time, hein, les gars. À quelle heure la série elle a commencé? Je suis Yanis qui fait des stats mais qui ne pèse toujours pas assez. Il prend que 15 tirs sur le match 1, il fait 2-7 au lancer, il est en travers. Ne pèse pas assez. Middleton complètement au traviole. Jrue Holiday qui semble un petit peu perdu autour de ça. Le supporting cast qui est pas fou. Et Brook Lopez qui surnage un peu au milieu de ça et je trouve qu'on n'utilise pas assez bien en tout cas. Ouais, absolument. De toute façon, ces Bucks nous avaient impressionnés sur le premier tour et la refonte de l'effectif nous avait fait kiffer parce qu'on était dans l'attente de ça y est, ils ont trouvé leur meneur de jeu titulaire qui va faire la bascule dans les fins de match. Le problème, c'est qu'il n'y a même pas eu de fin de match. C'est Chris Middleton, là, c'est pas Chris Middleton. Chris Middleton, on va parler de Giannis. Mais Middleton, c'est vrai que on adore dire combien c'est un super lieutenant, on adore dire combien c'est un joueur propre, combien dans les moments importants il est là, défensivement comment il tient tête à tous les meilleurs ailiers de la NBA. Là, c'est pas Chris Middleton qu'on est en train de voir, c'est un gars c'est Kate Middleton. Et je suis très triste parce qu'il est dramatique dans le match 2, il est nul. Il met son premier panier à un moment donné dans le deuxième quart et ça y est, il trouve du rythme, il met des tirs et tout. Mais en fait, Middleton, il faut qu'il soit irréprochable et on a très souvent parlé ensemble du fait de à côté de Giannis, est-ce que Middleton suffira? Jrue Holiday se ramène, tous les deux, sur le papier, c'est censé suffire. Mais en fait, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'ils
ils seront peut-être pas assez forts. J'ai pas envie de faire des conclusions hâtives, ça se trouve qu'il y aura 2-2 et tout, mais là, ce que j'ai vu, c'est Yanis, il lui faut Harden. Il lui faut Kyrie, il lui faut Kobe comme pour Shaq. Il lui faut Lucas. Non, mais c'est terrible à dire, mais il lui faut un mec aussi fort que ça. Steph, quand ton numéro 2 comme ça de l'équipe, qui est un fort joueur, fort défenseur aussi, passe totalement au travers en attaque par de la maladresse, mais par des choix de merde, parce qu'il fait des choix vraiment de merde. Quand défensivement, alors que c'est quand même aussi un mec, une valeur sûre, il prend des drives, il se fait désosser. Est-ce qu'à un moment donné, ça n'a pas un impact aussi terrible sur ton équipe? J'allais dire, Middleton, s'il est aussi mauvais en attaque, c'est peut-être aussi parce qu'il prend la grêle défensivement. Il se fait détruire par tous les attaquants de Brooklyn, et peut-être que ça l'impacte et qu'il se dit, putain, vu que je prends la grêle défensivement, il faut qu'en attaque, je performe, que je mette des points pour essayer de rééquilibrer la balance. Ça lui force à faire des mauvais choix, à prendre des mauvais tirs, pas dans les bons timings, et il s'enfonce encore plus. Et forcément que ça a un impact, parce que Giannis Antetokounmpo est en train de se dire, putain, moi je suis peut-être pas... Je fais des matchs corrects, mais attention, Giannis Antetokounmpo, il n'est pas exempt de tout reproche non plus. Il n'est pas en train de surdominer, c'est pas la tête qui dépasse des Bucks, mais il est en train de se dire, putain, Middleton, il est asphyxié par Brooklyn. Drew Holiday, mine de rien, peut-être que j'en attendais aussi un petit peu plus, mais lui aussi, il prend la grêle défensivement sur Kyrie Irving. Ils sont dépassés. Et celui qui est le plus dépassé et qui est le plus en danger, c'est même pas les joueurs. C'est Budenholzer. Budenholzer, là, je pense qu'il a déjà appelé des mécos pour les cartons. Le match 2, alors, je sais que ce sont d'excellents joueurs de 1 contre 1. On doit essayer de les tenir à 3 points, que ce soit Kyrie, KD ou même Mike James. Absolument. Il y a un truc, en tout cas défensivement, qui est important côté Bucks, c'est qu'ils ont fait le choix de protéger leur raquette. Protéger leur raquette, c'est-à-dire qu'on voit énormément de tirs ouvert, semi-ouvert. Quand je dis ouvert, c'est que Kyrie, il est dans la transi, son défenseur, il n'est pas sur lui, c'est sans dribble, hop, il se stoppe, il tire, il marque. Joe Harris, souvent, des retours de passe, des machins, la petite extra passe. Sur le match 2, il y a 25 passes D quand même côté net, sachant que c'est une équipe d'ISO. Donc ça me paraît incroyable. Ils ont fait ce choix-là. À domicile, il va falloir malheureusement changer les choses. Il va falloir aller les chercher. Aller les chercher, ça veut dire pourquoi pas taper aussi un peu. Taper quoi? Jouer plus durcir, mec. Quand t'es à 0-2, salir le match. Salir le match, ça existe, salir le match. Et oui, c'est pas péjoratif. Non, pas du tout. Je te parle pas d'aller à la bagarre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 2 matchs, tu gagneras pas au talent. Non. Ça, c'est trop fort. Ça, c'est clair. Ça, c'est écrit sur le papier. Tu peux rayer, tu ne gagneras pas au talent. Après, on a vu Tucker, moi, je trouvais exemplaire. Bon, il graille. Mais en tout cas, dans l'attitude, c'est un 5e, 6e couteau, Tucker. Mais je trouve qu'il montre un peu l'exemple. Défensivement, sur KD, défensivement, voilà. Et je trouve que l'utilisation de Brook Lopez devrait être beaucoup mieux pensée, proche du cercle, parce que ils ont commencé comme ça sur le match 1. Au match 1, ils commencent comme ça, puis après, ils arrêtent. Alors que ça avait bien marché. En fait, et ça va nous amener à Yanis ensuite, j'ai envie qu'ils essayent de jouer à 2 intérieurs. Brook Lopez a beau faire 2,55, c'est un arrière qui shoot. On a tout vu. Portis et Lopez en même temps? Non, Yanis et Brook, proche du texte, concentré, un maximum de mecs dans la raquette, jouer des balles lobées, jouer des high-low, jouer des rebonds offensifs, avoir des mecs encore plus. Mais tu sais, vraiment, y aller à fond. Chaque fois que Brook Lopez ou Yanis court dans l'axe, flash, c'est panier, ou faute, ou les deux. Il faut qu'ils tentent sur leur avantage physique parce que l'avantage de talent, ils l'ont pas. Et il y a autre chose sur Yanis, du coup, parce qu'on en a très peu parlé, mais Yanis, dans le match 1, je crois c'est ce que j'ai envie de voir de lui à terme, mais il est peut-être pas encore prêt, c'est qu'il est rentré dans un délire de vous mettez des tirs externes, moi aussi je suis capable. Et quand je dis externe, c'est pas jeter à 3 points, c'était beaucoup de fade away, beaucoup de trucs. Il faut qu'il arrive parce que Brooklyn lui ont donné ça sur du face-up. Alors sur du face-up. Mets-toi cul en arrière, enfonce, comme le Shaq à l'ancienne. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai l'impression qu'il se trompe de combat et qu'il est là à vouloir montrer à tout le monde, dont les Nets, que j'ai progressé. Moi aussi, je peux faire des fadeaways. Mais gros, on s'en bat les couilles. En fait, le combat, il n'est pas là. Moi, ce que je veux, c'est que tu arrives à relever le challenge des Nets avec tes qualités et les qualités de ton équipe pour embêter cette équipe-là qui est favorite. Et pas que tu sois dans un « regarde, j'ai progressé, je peux faire des fadeaways moi aussi, je peux prendre des tirs à mi-distance et de temps en temps prendre des tirs à 3 points. » Et j'ai un gros souci avec ça. 15 tirs, c'est pas normal. C'est pas assez. Après hier, avant-hier, il y a un blitz. Voilà, il y a rien à. Lui, il prend beaucoup de tirs dans la fin de match. Il a fait le match Antetokounmpo, mais Thanasis. Il s'est fait. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir. Merci Blake Griffin. Il s'est fait endormir. Oui. Thanasis. Thanasis, bravo.
Euthanasis. Euthanasie. On est plus connecté. Excuse-moi, j'étais On est plus connecté, Erwan. En fait, il est sur un truc basket et puis tu l'as niqué. Voilà. Non, mais parce que non, pas vraiment basket, c'est qu'il est rentré, donc T'as raison, c'est pas un truc basket, en fait. Quand on fait toujours des tonnes sur le banc et les mecs sur Twitter me font rire, ah oui, c'est vrai, il est insupportable. Il est insupportable, il est rentré, Blake Griffin l'a détruit. Mais vraiment, il lui a mis un coup vilain et tout. Et voilà. Ah oui, exact. Et il n'y a pas Blake Griffin, il le passe par-dessus et tout ça, il a voulu faire le tag. Je pense qu'il doit rendre fou les gens. Il empêche 2-0, les Bucks, tu l'as dit tout à l'heure pour les Nuggets. Pas le choix, tu perds le troisième à domicile, merci, bonsoir, on remballe. Ouais, absolument. On remballe les goals et il y en a qui remballent aussi beaucoup de choses, qui remballent leur bureau aussi. Ce serait terrible, franchement. C'est vrai que ce serait le jeu, hein, mais parce que 3 ans. Perdre contre les Nets, c'est pas dramatique. Perdre contre les Nets, si ça compte, c'est avec la manière des 2 premiers matchs. Qu'est-ce que tu vois, toi? Tu imagines vraiment un sweep, là? Moi, j'imagine 4-1. Honnêtement, j'ai tellement vu d'écart sur ces 2 matchs et les Bucks sans réponse. Et tu parles de Budenholzer qui n'a pas su trouver, vraiment, qui est dépassé, qui est outcoaché par Nash, en plus des match-ups favorables aux Nets. Je me dis, ouais, 4-1 ou 4-0, je ne serais pas surpris. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal à croire que Holiday et Middleton soient aussi mauvais. C'est des joueurs à réaction. J'ai aucune crainte sur le fait. Ouais, ils sont sur un nuage, les autres. Hein. Ouais, non, mais ils sont insupportables. Aussi, ils sont injouables. Donc, j'ai quand même du mal à croire qu'à Milwaukee, on soit dans la même physionomie de match. Je ne dis pas que les Nets vont pas gagner, mais les Bucks, ils vont offrir clairement un autre visage. Les Nets, on savait aussi qu'ils étaient forts en attaque. Ils sont forts en défense. On avait quelques doutes en défense sur la saison régulière où ils ont parfois appliqué la nouille. C'est une brave gueule. Démontez-les au bout d'un moment à l'intérieur. Et bon choix d'avoir pris Mike James. On s'aperçoit que quand James Harden est pété, et ben t'as un mec qui est profilé NBA de toute façon. Mais Sean Marks, faut lui faire une statue s'ils vont au bout. Frère, ils sont allés chercher en cours de saison le meilleur scoreur de relique. Moi, vraiment, à chaque fois que j'y pense, je me dis, mais comment c'est possible que personne n'y ait pensé? Tout était bien réuni. L'autre, il s'embrouille avec Cody 2 fois. Tu vois. Mais c'est eux qui le font. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil comme en Ligue 1. C'est jamais Lyon, c'est jamais Marseille qui sont champions, c'est les autres. Et ben là, c'est les Nets qui font toujours les bons coups. Gros, Blake Griffin, il déboule. La Marcus Aldridge, il déboule. Gros, c'est un truc de ouf. Il t'envoie encore un pic sur l'OM. J'aurais préféré une comparaison au tennis avec le tennis pour dire que quand c'est pas Nadal, Djokovic c'est Murray qui gagne, c'est pas les Français. Mais bon, il a préféré faire couper Marseille. Ou Wawrinka, ou Silic. Mais ouais, c'est chiant, quoi, tu vois. Attendez, moi, franchement, Sean Marks, on verra. Mais putain, bravo monsieur. Hein. Tout va bien, en tout cas, chez les Nets qui se déplacent dans le Wisconsin. Et on verra ce qui s'y passe. Avec Joanne Brun dans les tribunes ce soir. Mon frère. Invité par Axel Toupin. Merci Axel. On embrasse Axel et on embrasse le grand frère Brun. Et Timothée, du coup, parce qu'on a quand même 2 Français dans la série. Timothée, le Hook of a Rat. On enchaîne avec la dernière série à traiter, c'est les Sixers et les Hawks. Un partout. Et honnêtement, ces Hawks, ils étaient enthousiasmants face aux Knicks. Ils nous ont régalé sur ce match 1 où ils sont allés prendre à Philadelphie, où ils se sont fait peur pour la fin, mais ils sont arrivés en disant on va pas venir là faire du tourisme. Ils leur ont cassé la gueule. Et le match 2, ils se sont fait rentrer dedans. Ils sont quand même revenus. Ils ont pris un petit éclat sur la deuxième mi-temps, notamment avec Shake Milton. Mais ces Hawks-là, il y a beaucoup de choses à régler quand même, notamment sur Joel Embiid. Mais on kiffe voir ces Hawks. J'ai du mal à savoir si la série va ressembler au match 1. Des Hawks en confiance, des Hawks au talent, des Hawks dans le match, des Hawks qui gagnent, ou au match 2, c'est-à-dire un rouleau compresseur incroyable, malgré le fait que ils ont dû le gagner 2 ou 3 fois. Le début de match, Philadelphie me laisse penser qu'ils vont faire un écart. Les Hawks reviennent, et puis finalement, c'est dans le 3e quart, avec Shake Milton et le banc, que les Sixers font l'écart. Tu vois, j'ai du mal à savoir si ça va être la physionomie du match 1, la physionomie du match 2. Je préfère celle du 1, puisque comme ça, on aurait une série plutôt serrée. Mais comme tu l'as dit, les Hawks, pour moi, ont déjà tellement réussi leur saison qu'il n'y a que du bonus. Tu sens une équipe où là, c'est que du truc en plus, en fait. Voilà. On a passé un premier tour, la saison réussie. Et j'ai eu l'impression sur ce match 1 que les Sixers sont arrivés les mains en haut du guidon, en disant « Ah, c'est les Hawks, on va les détruire ». Et ils sont aperçus que Trae Young est arrivé, a fait un festival en première mi-temps, et que Philly se sont dit « Oh putain, merde ». Mais c'est trop tard, parce que l'écart, il est flatteur pour Philly sur le match 1. Oui. Parce que normalement, ils sont à moins 10 toute la soirée. Atlanta mouille un peu le slibard sur la fin, ils se font peur. Et puis, alors... Il y a un problème insoluble pour Atlanta, c'est Joel Embiid. Clint Capella qui donne son corps, mais... On va revenir, mais Clint Capella qui donne son corps, le problème c'est que quand c'est pas Clint Capella qui est provoqué, qui a des fall trouble, c'est Gallinari qui s'y colle. Et là... Gallinette, il a que la coupe de cheveux de guerrier. Catastrophiquement que Gallinette. Par contre, on a vu la différence de défense et d'intensité autour de Trae Young sur le match 1 où Trae Young a fait ce qu'il avait envie. Là, on a vu quand même Ben Simmons et Matisse Thybulle s'y coller sérieusement. Alors, il n'empêche, les forts joueurs font des matchs toujours corrects, 21 points, on se passe.
mais ils lui ont rendu la vie beaucoup plus compliquée à Trae Young sur le match 2. En tout cas, ce qui est sûr, et le premier tour des playoffs est dans ce sens-là, ça se confirme là, c'est que Trae Young, si tu le laisses jouer, il va te la mettre. Il va te la mettre. C'est un joueur fantastique, c'est un joueur sur qui tout tourne, autour de qui tout tourne, enfin côté Atlanta, et que s'il a le moindre espace, s'il a un peu de confiance, un peu de flow et tout, gros, ou aller hoop, voilà. Comme James Harden. Il fait comme James Harden. Voilà, exactement. 1 contre 1, tac tac, tout est très clair. Tu vois tout son truc. Moins de finition sur les grands que James. Ouais, non, mais t'as raison, mais il y a un moment donné, James Harden, il mettait 40, que des petits flotteurs à cata. Lui, c'est flotteur 3 points, ou aller hoop, tonton Capella, tonton Collins. Donc soit tu le démontes, il va peut-être faire des stats, mais tu le démontes et tu limites son impact, soit tu lui laisses une chance de briller, et quand il brille, il est capable de te faire gagner. Et là, c'est pièce en l'air. Et là, c'est pièce en l'air, absolument. Il faut sacrifier Ben Simmons, c'était un peu le cas sur le match 2. Et Matisse. Et Matisse Lul, mais que Ben Simmons prenne 4, 5, 6, il a pris 6 tirs, je crois, sur le match 2. Il n'est pas là pour marquer. Ça me choque pas, même si, au vu de... Parce que c'est censé être... c'est un player max, ça peut faire grincer des dents. Mais s'il se sacrifie pour réduire Trae Young sur une série, ça me dérange pas. Mais par contre, si ça dure, voir des Ben Simmons à 4, 5, 6 tirs, bon, j'ai du mal à avaler la pilule. On verra en tout cas, c'est possible qu'il lui mette une vraie mission. Après, ils peuvent lui mettre une vraie mission parce que Tobias Harris est très fort aussi sur cette série. Et que dans le match 2, on a vu Shake Milton ressortir du bois. Shake Milton qui a fait des débuts de playoff calamiteux. Alors qu'il fait une saison à 12 ou 13 fois moyenne. Mais qui faisait qui a fait la série face à Washington, il joue quasiment pas, il est dramatique. Et là, il sort ce match-là avec une belle adresse à 3 points et il a plié le match 2. Ouais, c'est clair. On aime pour la suite. Ouais, on aime souvent dire que ce sont les role-players en fait, qui font la bascule gagné-perdu. Ben voilà, moi je vois Shake Milton, je vois Seth Curry. D'ailleurs, à chaque fois je pense à Seth Curry, je me demande pourquoi vous ne l'avez pas gardé. Mais bon, c'est un autre débat côté Mavs. Voilà, c'est comme ça aussi que tu... Qu'est-ce qu'il y a? Rien, tu verras sur YouTube. Je verrai sur YouTube. Ce qui s'est passé derrière. Dans ton dos. Ah, j'ai eu un fuck peut-être. Après un middle finger, oui. Ah, d'accord, moi je suis content d'être venu en tout cas. Non, bravo aux role-players. Maintenant, les role-players vont te permettre de gagner des matchs si ta consistance de match est intéressante. Oui. C'est pour ça que je parlais de physionomie. C'est que moi, Philadelphie, ils doivent démonter, on l'a dit, ils doivent montrer à tout le monde, enfin au moins la conférence Est, que oui, ils ont peut-être battu les Knicks, mais nous, on va les démonter. C'est ce qui s'est passé dans le match 2. Maintenant, à Atlanta, dans une belle ambiance, où Trae Young est un dieu vivant, eh bien, pour nous montrer défensivement que vous êtes au niveau. Qu'est-ce qu'on fait sur Joel Embiid si on est à Atlanta? Je sais pas ce que tu peux faire. La semaine dernière, tu m'as dit qu'il fallait dire bravo et serrer la main quand le mec était. J'ai envie de te dire oui. Parce que, il se serre pas la main, Capella, il se parle en français et il se chambre. J'ai vu Joel Embiid sur une action mettre un coup de physique à Clint Capella, mon garçon, coup d'épaule Thomas. Et Clint Capella, je peux vous dire qu'il est gaillard. Il a reculé de 2 mètres sur une percussion de Joel Embiid. Je sais pas, moi. Doubler, prendre le risque de doubler. Tout le temps. Sauf que tu as Danny Green à l'opposé, que Joel Embiid, alors certes, c'est pas Nikola Jokic, mais avec ses grandes paluches et ses machins, il est quand même pas envoyer du skip pass à l'opposé. Tu as du Seth Curry, tu as du Danny Green, tu peux quand même prendre cher à l'opposé. Je sais pas, il faut continuer à envoyer des charbons, le sabrer, faire des fautes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de backup à Clint Capella, frère. Comment tu fais pour être une équipe NBA au Congo. Il joue pas beaucoup, il joue pas. 6 minutes, mais pourquoi pas l'envoyer au feu? T'as 6 fautes à donner. C'est mieux qu'envoyer John Collins ou Gallinari sur Embiid. Envoie au Congo, il a 6 fautes à donner au pire. Tu l'envoies sur la ligne, il faut sacrifier des mecs. Tu peux pas donner la responsabilité à Clint parce que Clint il va vite. Qui est héroïque. Moi je pense que ce qui avait très bien marché contre les Knicks avec Julius Randle qu'on oriente avec beaucoup d'aide dans la raquette et ainsi de suite. Je pense que ça marche pas contre Joel Embiid parce que le supporting cast est tellement différent. En plus du fait que Joel Embiid soit largement plus fort que Julius Randle sur ses playoffs. Donc je pense qu'il faut accepter que Joel Embiid soit à 35-40 points, mais que tous les autres par contre il se soit interdit qu'il soit à 20 points. Tobias Harris, il faut le mettre en struggle. Steph Curry, c'est pas possible qu'il soit à 20 points. Et alors, il faut que personne en plus. Simmons, bon, de toute façon, Simmons, pour le coup, tu peux le laisser tout seul. Ou que Shake Milton soit bon. Voilà, je pense que c'est la stratégie à adopter. Voilà, que Joel Embiid soit très fort peut-être, mais qu'autour, on défende beaucoup mieux. Pas simple en tout cas pour les Amis Hawks, mais qui repartent à Atlanta en ayant fait le taf, puisqu'ils ont récupéré l'avantage du terrain. Ne l'oublions pas. Il va y avoir des chicaneurs dans les tribunes. Et des gros tarpés, toujours. Série très intéressante à suivre. Voilà, on a fait le tour de toutes les demi-finales de conférence. On refera un point samedi avec Steph à 20h30 à 22h30 pour l'antenne libre, avec Thomas évidemment. Et là maintenant, c'est l'heure du quiz. J'étais prévu, moi je savais pas. J'étais prévu, moi je. D'un moment, je vais pas la faire toute seule l'antenne libre, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas Brigitte Lahaye sur RMC, quoi. Je suis pas Brigitte Lahaye sur RMC. Oui, alors tu bandes move. Oh non, voilà. Allez, le quiz tout de suite.
Allez, qui dit fin d'émission, dit que oui. Allez. Merci Erwan de participer. Moi, je participe. Je suis là. Gros, ça fait 2-3 semaines que j'ai pas gagné le quiz. 3 semaines. Ah oui, c'est vrai que t'es focus. Voilà, je suis un mec focus, top. Dès que j'en fais trop sur les quiz, je passe au travers. T'inquiète pas, aujourd'hui, je le sens bien pour toi. Ah, je le sens très, pourquoi très bien. Aucune idée. Ah, ok. Aucune idée. Le qui suis chez mon père, en fait. Pas sûr que tu l'aies. Bernard Vu que je mets pas de date, pas sûr que tu l'aies. Alors, 3 parties comme d'hab, j'ai refait des rébus vu qu'il y a Stephen. Il adore ça. Voilà, j'en ai refait une petite énumération et un qui suit qui m'a été envoyé par l'ami Jeg. J'ai rajouté des dates parce que sinon, j'allais encore me faire engueuler. Donc, Je voulais faire un mea culpa sur la semaine dernière, où j'ai été très mauvais perdant. En plus, j'ai fait une faute de géographie terrible en disant le Minnesota. Donc, autant pour moi, et je m'excuse. Voilà. Bravo, Erwan. J'ai été drafté par un club qui est au bord d'une rivière. Où il fait bon pêcher au début du printemps. Bon, on va pouvoir commencer avec les rébus. Ça, c'est facile, vous connaissez un peu la chanson. On va pouvoir envoyer le premier. Chemise Adams. Que Steven Adams. Steven Adams, bravo. Pourquoi Steven? Parce que vous connaissez pas la légende que. Ah oui, les Steven, ils ont des cheveux comme ça. Les Steven ont toujours des cheveux comme ça. Ah, le kit, le pacte, Martin Mystère, mon frère. Incroyable chemise. Voilà, c'est Steven Adams, bravo. Oh là. Kenyon Martin. Ouais, Kenyon Martin Junior. Bravo, Junior. Junior. Exceptionnel, bravo. Bien sûr. Énorme, bien juteux. Kenyon Martin. Oh là. C'est qui lui? Oh là. T.I. Tais-toi. T.I. Maxé. Tyrese Maxey, bravo. Ah ouais, Riz. Et oui, c'est Riz de Malcolm, évidemment. Tyrese Maxey, bravo. Il a des beaux bras, j'avais pas vu. Ouais. Vache. La muscu, lui. CJ McCollum. CJ Mac, le Mac. Le Mac, évidemment. Catastrophique avec José Garcia. J'ai eu quelques phases. On te filme. Non, mais lui, il adore. Lui, son acteur préféré, c'est Franck Dubosc, alors. D'accord. Mais pour de vrai. On l'embrasse. On l'attend pas, Patrick? J'ai beaucoup d'affection. Jabari Parker. Jabari Parker, bravo. Gollum, pourquoi je dis Gollum? C'est Jabba. Kemba Walker. Non, c'est Jabari Parker. Jabari. Oula. Bufflan Prince. Tetchon. Buffalo. Attends. Prince, ok, mais c'est pas un Buffalo, c'est pas Buffalo. Donkey Prince. Bœuf. C'est quoi, c'est un bœuf? Mais non, c'est pas un bœuf. Bison. C'est plus gros qu'un bœuf, ça. Ah bon? C'est quoi plus gros C'est qu'un le papa du bœuf. Un taureau. Un taureau. Toréan. Prince, bravo. Toréan Prince. Je pense qu'il en reste un tout dernier. Toréan Prince, superbe. Je suis nul à ça, c'est terrible, je me fais. Vas-y, laisse Erwan tout seul, on va voir s'il va. Vas-y, Erwan, vas-y. Pritchard. Kevin Pritchard. Non. Kevin Pritchard? Non, comment elle s'appelle, elle? Je sais plus comment elle s'appelle. C'est dans Dawson, non? Non, frère Scott. Mais déjà, t'as les 2 derniers, donc tu devrais trouver. Pritchard. C'est quoi son prénom? C'est le mec de Boston, le petit blanc, le bateau de... Peyton Pritchard. Moi, j'ai toujours dit que je refusais de regarder One Tree. C'est une honte à mon sport, je vais direct. Donc, Peyton. Bravo. Peyton. Est-ce qu'il en reste un dernier? Non, c'est fini, bravo. Peyton C'est plus Pritchard. marrant la semaine dernière. Oh non, quel bâtard. Faut pas trop en faire, en fait. Ben non, il faut pas trop en faire. Mais il faut pas que tu reviennes trop souvent aussi. Ah, parce que c'est juste pour moi les rébus. Ah, c'est juste pour toi. D'accord. Ah, moi, C'est après, sympa, hein. c'est bon, j'arrête. On enchaîne. Bon, Luka Doncic a fait son 5e match à plus de 40 points. Pas mal. J'aimerais que vous me donniez en énumération ceux qui en ont fait plus que lui en play-off. Il y en a beaucoup. Il y en a une vingtaine. Donc ceux qui ont fait plus de 5 matchs à 40 points en play-off. Plus de 5 matchs à 40 Je commence donc, parce que j'ai été dernier. Tu commences. Commence, frère. J'étais dernier. Allez, vas-y. Michael Jordan. Oui, avec 38, c'est le premier. LeBron James. C'est le deuxième avec 28. Kobe Bryant. Kobe Bryant, ouais, il est 5e, 13 fois. Jabbar. Jabbar, oui. Jabari Parker. Kevin Durant. Kevin Durant, oui. 12 fois déjà. Will Chamberlain. Ah putain. Évidemment, 13. Vous êtes bon pour nous. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison. Larry Bird. Larry Bird. Aïe. Larry Bird, je me fais tout le temps baiser avec Larry Bird. Non, il n'est pas là, Larry Bird. Il faut arrêter de le dire. Moi, j'ai Jerry West. Jerry West, oui, c'est le 3e. Il va bien carotte. Elgin Baylor. Elgin Baylor, 4e. 40 points ou plus en play-off. Il y a encore des vrais gars. Charles Barkley. Charles Barkley. Non. Non, il doit être à 5, Charles J'avais Barkley. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, Ah oui, évidemment. putain. À 12. Il restait Hakeem Olajuwon, Allen Iverson, évidemment, James Harden, Rick Barry, Russell Westbrook, qui en a 7, D. Wade,
Nowitzki, Bernard King, Stephen Curry et George Garvey. Putain, Steph Curry. Nul. C'est pas grave, les gars. Nul. C'est pas grave. Je sais pas, mais l'énumération ne sert à rien de toute manière. Tout se joue maintenant. Allez, vas-y. Je suis pour le communisme et pour le cap. C'est l'opportunisme. Mais il est fou. Jacques Dutronc. Tu lui ressembles un peu au fils. Ouais. À Thomas, à Thomas, avec 30 cm de plus quand même. Avec 30 Moi, je lui ai dit qu'il ressemble plus à Françoise Hardy, mais après. Allez, on y va. Je suis né le 4 avril 1983. Mais ma carrière ne peut pas se contenter d'une énumération de dates et de stats, car elle symbolise les sommets et les tréfonds d'une vie de sportif professionnel. 10 saisons NBA de montagne russe, sans jamais avoir remporté une bague. En septembre 2015, je suis même signé par les Warriors avant d'être coupé 15 jours sans pouvoir refouler les parquets NBA. On sait que les Warriors ont été champions juste après. Et dire que Stephen Curry clamait prendre modèle sur moi quelques années plus tôt. Il faut dire que moi aussi, j'avais cette faculté à mettre quelques 3 points. De 2001 à Jérémy 2000... Dean. Non. Pardon. Faut se gueule. Hey. Faut se gueule. Il est stressé. Qu'est-ce qui se passe, gros? Rien, parce que ça m'a fait rire, c'est tout. Jérémy, ça fait rire. Il se fait couper par les Warriors, je croyais. Mais bon. Monte Ellis. Oui. Non, et c'est pas des jeux comme ça. Pardon. C'est sérieux qui suit, s'il vous plaît. Ah, frère, c'est ma première proposition, gros. Je me fais brouiller, gros. Quel est le problème? Il faut dire que moi aussi, j'avais cette faculté à mettre quelques 3 points. De 2001 à 2004, à l'université, je suis le meilleur shooter longue distance de la Biggest. Avec 43... Il recommence ces conneries, gros. À jamais dire les facs, gros. Pas la biggest. Si je le dis pas, c'est que c'est une fac sérieuse. Avec 43% de réussite. En NBA, je termine ma carrière à 40%, ce qui me classe dans le top 50 des meilleurs pourcentages en carrière à 3 points. Mais n'allez pas croire que je ne faisais qu'attendre la balle dans le corner. Demandez donc à Sacha Pavlovic ce que ça fait d'être postérisé sur un alley-oop, alors que je mesure 13 cm de moins que lui. What? Et ce n'est pas le seul à s'être fait avoir. Il faut dire qu'avec mon beau physique et mon premier pas dévastateur, vous m'avez vu plus d'une fois dans le top 10. Shooter, dunker, j'avais aussi les clés de l'équipe qui m'a drafté en 2004. Baron Davis. Mais non. Puis 5 ans plus tard, j'ai fait le choix de partir, en 2009. Certains disent pour l'argent, en même temps j'ai signé un beau contrat de 55 millions sur 5 ans avec ma nouvelle team dans une ville sinistrée. Certains disent aussi que j'avais peur de ce Jennings? Non, Brandon Jennings, non. Certains disent aussi que j'avais peur de ce nouveau rookie qui allait me faire de l'ombre. Moi je voulais rester la star de mon équipe, alors j'ai décidé de partir. Il est parti à Détroit. On m'a d'ailleurs souvent reproché... Rodney Stuckey. Non. Oh. C'est un shooter, Rodney Stuckey. Oui, Bynum. Non. Oh. Attends, vas-y, continue. On m'a d'ailleurs souvent reproché de penser davantage à mon intérêt plutôt qu'au bien commun, surtout à chacun de mes refus pour participer aux compétitions internationales avec mon équipe européenne. Après tout, c'est vrai que des mecs comme Parker et Gasol les ont bien faites. Quoi? Bah non. Le plus rageant dans ce départ de l'équipe qui m'avait drafté, c'est ce qui se passe, c'est que ça se passe juste après notre défaite au premier tour des playoffs contre Boston dans une série en 7 matchs rentrée dans la légende. J'y tournerai à 24 points de moyenne avec une pointe à 42 au match 2. Mais gros, je sais pas. En 2009-2010, je débarque donc dans le Michigan, où j'y resterai 3 ans, sans être capable de porter l'équipe à plus de 27 victoires en moyenne sur cette période triste. Mais la plus grande tristesse se cache en moi. On est nul à chier, frère. Le basket m'aide à me canaliser. Si je n'ai jamais parlé de mes troubles mentaux à haute voix à l'époque, c'est que j'ignorais encore qu'ils existaient. Lors de ma saison 2012-2013, je fais encore l'affaire sur les parquets. En novembre 2012, fraîchement transféré vers les Bobcats de Charlotte, je score 20 points dans le seul 4e quart-temps d'un match et deviens le meilleur marqueur en un quart-temps de l'histoire de la franchise. J'atteindrai les 10 000 points en carrière quelques mois plus tard. On est nul à chier. Attends. Moi, j'ai aucune idée de que. Attends, un Européen. Matt Carroll. J'allais dire Mathieu, parce que c'est un mec qui a la double nationalité. La saison suivante, je ne joue que 18 matchs, puis mets les voiles du côté d'Orlando, où j'y jouerai 56 matchs pour 6 points de moyenne. Puis clap de fin. Tout avait si bien commencé pourtant, coiffé au poteau pour le titre de rookie de l'année par mon ancien coéquipier Emeka Okafor à l'université. J'obtiens celui de meilleur 6e homme, ce qui fait une première dans l'histoire. Attends, donc il était à UConn. Je fais donc ma fac à UConn. Okafor. Je vous refais. Je fais ma fac à UConn de 2001 à 2004. Je suis drafté par les Bulls. Un mec qui met des tomards, gros. Je suis drafté par les Bulls. Gros, tu sais, je sais pas en qui c'est. Khalid Alamine. 3e position en Thomas, 2004. Il n'est pas Thomas. 3e position en 2004, drafté par les Bulls. T'as Harris Thomas? Non. Je fais donc. Je reste à Chicago de 2005 à 2009, puis je vais aux Pistons de 2009 à 2012. Mais gros, je sais pas. Aux Bobcats, au Magic. Et c'est là où ça. Je joue avec Kirk Heinrich. Bah, j'espère que vous l'avez parce qu'il a tout dit. Dis-le, Polo. Hein. C'est Ben Gordon. Anglais, il est anglais, la putain de sa mère. Mais c'est pas un meneur de jeu. T'as dit meneur de jeu? Non. Non. C'est ma faute alors, j'étais sur un meneur. Non, pas une meneur de jeu. Bravo. Ben Gordon. Et vraiment pas bravo, on est nul à chier. J'étais sûr que c'était un meneur, pardon. Je suis complètement à l'ouest. Par contre, Ben Gordon, Bobcat, j'ai aucun souvenir. Si. Mais par contre, t'as raison, de haut, de bas, ça et tout. Ah, j'étais pas du tout sur un meneur, j'étais sur un arrière. Ben Gordon.
Bravo. Ah là là, je suis dégoûté. J'espère que dans les commentaires, vous avez été meilleurs que nous. On a été chier, mais j'en doute pas une seconde, on a été particulièrement chier. Ouais. Il va à Détroit pour l'oseille. Il va à Détroit et il part quand Derrick Rose arrive. Mais c'est incroyable dans la série playoff là. Il est incroyable. On est honteux, on coupe. Ah ouais. On va couper au montage. Ben Gordon, on est cata, j'espère que vous l'avez vu dans les commentaires. Ils l'ont eu dès le début. On se voit samedi, Thomas, on se voit samedi. On se retrouve samedi, c'est 20h30. Appelle-moi sur FaceTime. 22h30. Arrête, chier, non. Appelle-moi sur FaceTime, frère. Continue les playoffs, ça continue ce soir. Allez, ciao l'équipe, à très vite, jeudi prochain. Lève les bras et danse avec moi.